Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny d'Astro Sisters nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien de Blédina, engagée dans la liberté de parole des parents. En étant parent, vous savez que les premières années de vie de bébé, appelées aussi les 1000 premiers jours, sont une période clé durant laquelle il a besoin d'une alimentation parfaitement sûre, adaptée à ses besoins nutritionnels et de découvrir une palette de saveurs et de textures. Mais nourrir au mieux son bébé et lui transmettre des habitudes alimentaires saines peut s'avérer compliqué parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire ou par manque de temps. Notre partenaire Blédina a à cœur depuis 100 ans d'être aux côtés des parents pour vous offrir chaque jour les produits et les services dont vous avez besoin pour faire découvrir à bébé le vrai goût des ingrédients et éveiller ses papilles. La mission de la marque, cultiver le manger vrai pour nourrir le futur. Et toi, ton bébé, il fait ses nuits? Ah, le sommeil de bébé. Un sujet fréquent pour tous les parents épuisés par les nuits hachées de leur baby. 6 semaines de sommeil en moins. Ergoflex, une marque de matelas britannique, a étudié le nombre d'heures de sommeil perdues par les nouveaux parents après la naissance de leur enfant. Est-ce que toi, tu fais partie des rares à prétendre bien dormir? Entre biberon ou allaitement, pleurs et réveil nocturne, pas toujours évident. Alors si toi aussi le sommeil te manque au point d'oublier ce que tu étais en train de dire en plein milieu d'une phrase ou de carrément oublier le prénom de ton bébé pendant une demi-seconde, ce podcast est fait pour toi. En effet, un parent ne dormirait en moyenne que 5 heures par nuit, d'après un sondage américain réalisé par OnePoll et repris par StudyFinds. On est donc loin, très loin, des 7 à 9 heures de sommeil quotidienne recommandées par les spécialistes. Pour approfondir le sujet du sommeil de bébé, j'ai fait appel à Caroline Ferriol, maman d'une petite fille, fondatrice de Fedodo, consultante, spécialiste du sommeil, qui accompagne tous les parents qui souhaitent ouvrir la voie d'un sommeil serein pour leur bébé. Élodie Emo, cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice, chef de projet des cercles de parents et maman de 2 enfants. J'ai également fait appel à Audrey Njavé-Sulpizi, maman de 3 kids, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice des centres périnataux Happy Mum and Baby, auteure et la créatrice d'une méthodologie du sommeil. Et enfin, on aura les témoignages de parents avec Juliette ou Coucou les Girls, chanteuse, actrice, influenceuse et maman d'un petit baby, et Jordana, maman d'une petite fille. J'espère que cet épisode te plaira et te laisse te plonger dans la vie intime d'humains qui vont nous raconter leur histoire à l'état brut. Voici leur témoignage. Have fun! Caroline Ferriol, maman d'une petite fille, fondatrice de Fedodo, consultante, spécialiste du sommeil. Les bases du sommeil du bébé et de l'enfant, il est important de les comprendre de différentes manières. La première des choses qui est vraiment essentielle à comprendre et qui parfois est assez confuse finalement dans l'esprit des personnes, c'est que le sommeil est une fonction innée. C'est-à-dire que le sommeil est une fonction innée au même titre que la digestion. On va commencer à dormir durant la vie intra-utérine, donc à 16-20 semaines de vie intra-utérine. Le sommeil est donc quelque chose que nous maîtrisons. On entend souvent des termes type le sommeil, ça s'apprend, etc. Non, en fait, c'est aussi incohérent de dire que le sommeil, ça s'apprend que de dire la digestion, ça s'apprend. Pas du tout. C'est vraiment une fonction qui est innée dans notre corps. Et par contre, au même titre que la digestion, pour avoir une bonne digestion, il est important de cadrer cette digestion. On peut faire n'importe quoi avec notre digestion et faire qu'il y ait des troubles importants digestifs. C'est exactement la même chose avec le sommeil. Le sommeil ne s'apprend pas, mais par contre, il se cadre pour pouvoir être de bonne qualité et reposant. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, la première des bases, c'est celle-ci. Le sommeil est une fonction
inné. On n'apprend pas à dormir, on ne peut pas faire dormir quelqu'un. Le sommeil est quelque chose de propre à chacun. Je ne vais pas aller faire digérer mon bébé, je ne vais pas aller faire dormir mon bébé. Donc bébé dort dans le ventre de maman. La deuxième des choses à comprendre, c'est que le sommeil de l'être humain, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas dormir de manière fluide, ininterrompue durant toute la nuit. Le sommeil, il est composé de plusieurs phases. Souvent, on les représente par les petits wagons d'un train dans des infographies sur le sommeil. Et on va avoir des petits trains qu'on va enchaîner les uns aux autres. C'est les cycles du sommeil. Donc, tout au long de la nuit, on prend plusieurs trains. Un bébé, sur une nuit d'environ 12 heures, 11-12 heures, va enchaîner des trains suivant son âge de 50 à 70 minutes. Donc, on peut dire qu'à peu près toutes les heures, il change de train. Et à l'intérieur même de ces trains, on va avoir plusieurs wagons. Et l'adulte aussi prend plusieurs trains dans sa nuit, mais ces nuits sont plus courtes, elles font 7 à 8 heures, et puis on fait des trains d'1 heure et demie. Donc on va prendre plusieurs wagons. Globalement, on va avoir environ 3 wagons, mais ils sont un peu plus complexes que ça, mais on va les répertorier dans 3 grandes familles. On va avoir le wagon de sommeil léger. Le sommeil léger, c'est environ 50% de nos nuits, globalement. C'est le sommeil de la récupération physique. C'est la phase de sommeil où on est endormi, mais on peut facilement être réveillé, globalement. On va avoir également le sommeil profond. Donc là, le sommeil profond, c'est vraiment le nettoyage du cerveau. C'est un sommeil dans lequel il va être difficile d'être réveillé et on va avoir besoin d'environ 25% de notre sommeil, 20-25% en sommeil profond. Et puis, on va avoir le sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves, qui est assez connu. Et on va en avoir besoin d'à 20-25% également. C'est le sommeil de la gestion émotionnelle. C'est de cette manière que l'on gère toutes nos émotions. Le sommeil va se construire globalement de 0 à 3-6 ans et nos trains de sommeil vont évoluer. Lorsqu'on est un tout petit bébé et que l'on vient au monde, entre 0 et 2 mois par exemple, on va fonctionner uniquement sur 2 wagons, le sommeil agité et le sommeil calme. Le sommeil agité, c'est un petit peu un pendant du sommeil paradoxal et puis le sommeil calme, ça va être un pendant du sommeil profond. Donc, il y a beaucoup de parents, d'ailleurs, à cette période-là, qui vont confondre parce que leur bébé va être assez agité pendant son sommeil et les parents vont confondre ça avec un réveil. Et donc, ils vont aller réveiller l'enfant. Or, l'enfant est en train de dormir. Et en plus, l'enfant s'endort en sommeil agité. Il faut le savoir. Et puis ensuite, on passe en sommeil calme. Ensuite, le sommeil évolue et puis les bébés vont commencer à passer plutôt à s'endormir en sommeil paradoxal, vont faire du sommeil lent, puis du sommeil profond. Et ensuite, le train s'inverse, ça va être vers 9 mois. Et là, on va prendre des schémas de train un peu similaires à ceux de l'adulte, c'est-à-dire qu'on va démarrer par du sommeil lent léger, puis on va passer en sommeil profond, puis on va finir par des phases de sommeil paradoxal. Donc, il faut vraiment imaginer que dans la nuit, on va dormir parfois de manière très profonde, parfois de manière très proche de l'éveil finalement, et puis aussi qu'on va changer de train tout au long de la nuit. Quand on dit changer de train, ça peut être intéressant de le penser même comme un passage en gare et puis je prends un autre train, donc je sors du train et puis j'y re-rentre. Et ces sorties de train, ça s'appelle des micro-réveils. Cette structure avec les micro-réveils, elle est vraiment importante à comprendre pour comprendre le sommeil et puis pour comprendre aussi parfois les troubles du sommeil. Il est complètement normal, adulte comme enfant, jusqu'à notre mort, on fonctionne de cette manière, avec le fait de prendre plusieurs trains dans la nuit, puis on en prend plusieurs lorsque les bébés font des siestes, par exemple, en journée, et ils prennent aussi plusieurs trains différents. Et donc, entre chaque train, je vais faire des micro-réveils. Ça veut dire que je remonte légèrement à la surface. Globalement, mon cerveau de manière inconsciente, vérifie que tout va bien au niveau de l'environnement, que tout est OK et qu'il y a possibilité de reprendre du coup un autre train. Et ça, c'est vraiment inconscient. Ces micro-réveils-là, en tant qu'adulte, on ne s'en rend pas compte. On croit qu'on dort d'une traite toute la nuit. En fait, on aura fait tous ces micro-réveils-là. Chez le bébé, c'est la même chose, sauf que le bébé, il a des nuits plus longues et il a des trains plus courts. Et donc, il va faire beaucoup plus de micro-réveils, finalement. Un adulte qui va en faire 4-5 dans la nuit, mais un bébé, du coup, va plutôt en faire parfois 10, 11, 12, suivant sa période de sommeil, et puis du coup, la taille de ses trains et son âge. Et ça, c'est vraiment aussi important à comprendre. Donc, c'est tout autant de moments où on est très, très proche de l'éveil et où on pourrait très facilement ne pas reprendre un autre train. Le sommeil, ça se met en place
petit à petit aussi dans le cerveau, et notamment sur les 6-9 premiers mois. Parfois, il peut être difficile pour l'enfant et pour son cerveau d'enchaîner et de reprendre un train suivant. Et puis lui, il avait encore envie de dormir, et puis il se retrouve en micro-réveil, et puis finalement, son cerveau le réveille vraiment. Puis derrière, il faut qu'il se rendorme pour reprendre un second train. Et ça peut être un peu compliqué, c'est pour ça qu'on dit qu'il est normal qu'un bébé se réveille dans la nuit. Après, on pourra reparler ensemble de ça, mais il est normal qu'un bébé se réveille dans la nuit, mais qu'un adulte aussi se réveille dans la nuit, un peu plus probable, encore plus chez l'enfant, mais c'est pas pour autant qu'un enfant va avoir nécessairement besoin de l'adulte ou d'une intervention d'un adulte pour se rendormir et continuer ses cycles. Il peut être réveillé, puis se rendormir une demi-heure après, faire un petit cycle d'éveil calme dans son lit, et puis se rendormir. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est-à-dire le fonctionnement du sommeil de manière non linéaire, le fait qu'on est sur une fonction innée, vraiment, et le fait qu'on va dormir parfois de manière profonde, parfois de manière superficielle, et surtout qu'on va enchaîner plein de petits micro-réveils. Si on a en plus de ça un état émotionnel qui est différent d'un état émotionnel, je dirais, stable et normal, qu'on vit une période de stress, ou bien que l'on a vu, pour le bébé notamment, que la tribu était stressée, on va tout de suite faire beaucoup plus de micro-réveils dans la nuit. Et on va en faire pendant même les wagons du train. Ça va faire un sommeil plutôt de mauvaise qualité, mais c'est normal, c'est en lien avec notre survie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du stress, il est normal de ne dormir que d'un œil. Imaginez-vous dormir dans une forêt et non pas sécurisé comme aujourd'hui dans nos maisons. Il faut que notre cerveau, si mon corps détecte du stress, il faut que lors de mon sommeil, j'ai beaucoup plus de phases où je vais aller vérifier que l'environnement est OK, en fait. Et donc, il est normal qu'on dorme que d'un œil. Pour l'adulte, pour le bébé, c'est exactement la même chose. Donc, potentiellement, et en lien avec les troubles du sommeil, eh bien forcément, l'état émotionnel à la fois du bébé, à la fois du parent, à la fois de l'ensemble de la tribu est important à prendre en compte. En tout cas, nous, ça fait vraiment partie des choses que l'on prend en compte dans le cadre des accompagnements. Mais du coup, un bébé ressent le stress, l'environnement autour de soi, et ça peut vraiment affecter son sommeil. Oui, complètement. Alors, surtout, c'est vraiment important de le poser aux parents de manière nuancée parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses que vont recevoir, et principalement les mères, où on va beaucoup entendre les bébés sont des éponges, parents calmes, mère calme. D'ailleurs, mère calme, bébé calme, c'est souvent plus ça que parents calmes, bébé calme. Et ça, c'est extrêmement violent. D'ailleurs, j'ai prévu un post dans pas longtemps à ce sujet. C'est d'une violence innommable, notamment pour une mère stressée, parce qu'il est normal d'être stressé quand on vit un accouchement parfois même traumatisant, juste le fait de devenir mère, c'est stressant, juste le poids de cette responsabilité, c'est stressant, et dès lors que l'on se dit, en plus avec mon bébé, ça se passe mal, il dort pas, il pleure, etc., c'est difficile, et puis on vient me poser, c'est parce que vous êtes stressé. Alors là, en termes de degré de culpabilité, on atteint des sommets, clairement, et c'est absolument pas aidant. Ce qu'il y a à poser, c'est oui, notre état émotionnel, l'état émotionnel de l'enfant ont un impact sur notre sommeil. Ça, on peut pas le nier. Par contre, lorsque l'on est parent, il est complètement possible d'être conscient de son propre état émotionnel. Donc oui, je suis stressée, oui, je suis une jeune mère, ou plus que ça, mais bref, je suis stressée, quelque chose m'est arrivé dans mon quotidien. Il est normal pour la tribu et pour l'adulte, en fait, d'assurer la fonction de stress. Je suis allée chasser, on a vu des loups, etc. Enfin, voilà, c'est normal, c'est le quotidien d'un adulte. Aujourd'hui, on ne voit plus des loups, on voit un patron parfois stressant ou d'autres choses. Ou la guerre. C'est ça, ou la guerre, tout à fait. Et il est normal aussi pour les enfants d'être à l'affût de l'état émotionnel de la tribu, parce que c'est de ça aussi dont dépend leur survie. Eux, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, mais par contre, ils ont vraiment des fonctions de communication émotionnelle très fortes où il est important de savoir où se trouve la tribu en termes d'émotions pour gérer leur survie aussi, c'est aussi normal. Par contre, il est complètement possible pour l'adulte, une fois qu'on a conscience de ça, de venir auprès de l'enfant, quel que soit son âge, un bébé de quelques semaines ou quelques mois ou plus grand, et de revenir poser le cadre de la sécurité et de venir informer l'enfant. Et juste avec des mots à poser, c'est relativement simple. Ça peut paraître ésotérique, c'est vraiment, ça n'est pas ésotérique, c'est vraiment des fonctions de communication et de communication émotionnelle. Et de venir vers son enfant et de lui dire, oui, là, tu vois que je suis stressée. Oui, la tribu est stressée. Je viens valider l'émotion. Et déjà, là, ça apaise des choses. Oui, il y a quelque chose pour moi. Il ne s'agit pas de venir expliquer à l'enfant de A à Z pourquoi on est stressé. Pour lui, ce n'est pas le problème. C'est juste, il y a du stress. Je viens valider l'émotion. Et ensuite lui dire,
Mais pour toi, tout va bien. Toi, tu es en sécurité. Les adultes, moi, je gère ça avec des adultes. Je gère ça dans mon coin et c'est normal que les adultes gèrent ça. On a un niveau de stress en ce moment, c'est normal. Mais pour toi, tout va bien. Toi, tu es en sécurité. Tu peux continuer à vivre ta vie de bébé. Papa et maman t'aiment. Tout va bien pour toi. Tu peux continuer à dormir, à manger, à être bien. Tu es en sécurité. Et juste poser des mots comme ça, prendre le temps vraiment de le faire avec son bébé, eh bien, là, on vient reposer le cadre de sécurité et on vient baisser le niveau de stress chez l'enfant. On a validé qu'il y a bien du stress. Déjà, ça va faire descendre en pression, on n'est plus dans le questionnement. Et on vient valider que par contre, il y a du stress, les adultes gèrent. Moi, je peux continuer ma vie de bébé, je suis en sécurité. Et donc là aussi, on sort de la culpabilité aussi vraiment en tant que parent. C'est-à-dire qu'on a le droit en tant que parent et il est parfaitement normal d'être stressé en tant que parent. Et venir poser des injonctions de mère calme, bébé calme, c'est fou en fait à penser, c'est complètement fou. Et plus la mère calme a cette injonction en tête, plus elle devient stressée. Hein. Alors quand on a un bébé RGO, là on atteint des sommets, mais même sans bébé RGO, hein, la mère et la culpabilité, ça pourrait être intéressant de faire un épisode là-dessus, c'est énorme. Et tout ce qui émerge en hypervigilance et en lien avec la dépression postpartum, tout ce qui est mis sous le poids des mères, et qu'elles se mettent elles-mêmes aussi hein, au passage, du coup, c'est assez fou. Donc du coup, au niveau du sommeil, les émotions sont très en lien, oui, et il y a des solutions. C'est-à-dire que de toute façon, au niveau du sommeil, il y a des solutions tout le temps, à l'inverse de ce que l'on peut croire, hein, d'ailleurs. Du coup, quand on parle de la structure du sommeil, pour moi, il est très, très important, non seulement de parler de cette structure en train, en wagon, non linéaire, mais il est aussi très, très important de parler d'autre chose qui est très peu connue, que l'on appelle, nous, les stratégies de sommeil. Et ça, malheureusement, si c'était enseigné, mais même aux adultes, hein, pour les problèmes d'insomnie, etc., si c'était enseigné aux enfants à l'école, si chacun était conscient de ces stratégies de sommeil, il y aurait énormément de troubles du sommeil qui n'auraient pas lieu à l'heure actuelle. Les stratégies de sommeil, ça va vraiment être ce qui nous permet en fait de nous endormir et de nous rendormir durant la nuit de manière complètement inconsciente lorsque l'on fait des micro-réveils. Les stratégies de sommeil, imaginez-vous, c'est comme si le soir, vous avez besoin de mettre votre oreiller dans telle position exactement, que la fenêtre soit fermée, que vous ayez des chaussettes aux pieds, que vous mettiez la couverture à tel endroit exactement de votre menton éventuellement, que vous dormiez sur le dos, sur le ventre, sur le côté, avec la main comme ça. Ça, ce sont des stratégies de sommeil et elles sont propres à chacun. Elles sont parfaitement individuelles et souvent elles sont mises en place de manière inconsciente vu qu'on n'en parle jamais en fait. Hein. Alors que si chacun réfléchit, on est tous à même de se dire ah oui c'est vrai, moi ma stratégie de sommeil c'est ça, je me mets sur le ventre. Je suis en train de me le dire. Je suis en train de me faire la remarque à moi-même, donc c'est drôle. C'est ça. Tous on est capable d'identifier ça. Après on peut en avoir plusieurs, hein, des stratégies de sommeil suivant les différents endroits, c'est aussi possible et c'est aussi toute la complexité des choses dans le cadre des troubles du sommeil. Donc les stratégies de sommeil, elles peuvent être plus ou moins complexes suivant chacun d'entre nous. C'est-à-dire que pour certains, ça va être je m'allonge sur le dos, je mets les bras le long de mon corps et je m'endors. C'est extrêmement simple. Et puis, je peux dormir dans le train, dans la voiture, dans mon lit, chez les voisins, sans problème. Et puis, pour d'autres, je vais avoir mis tout au long de ma vie des stratégies en place vis-à-vis du sommeil et dans mes croyances aussi, hein, c'est en lien avec mes croyances, etc. Je mets en place des stratégies plus ou moins complexes. Puis, moi, il me faut absolument telle épaisseur de couette, cette oreiller exactement comme ça, cette position-là, tel ressenti, cette personne-là à côté de moi, etc. Et donc, quand je vais à l'hôtel, je ne retrouve pas les mêmes choses. J'ai un mal de chien à m'endormir, je dors mal. Je peux dormir plus difficilement dans différents endroits parce que ma stratégie de sommeil complexe est plus difficilement reproductible, globalement. Ou certaines personnes, il faut absolument qu'ils aient lu juste avant de dormir, sinon ils ne peuvent pas s'endormir. Les stratégies de sommeil, il faut quand même penser que c'est quand même de l'ordre de la croyance dans la mise en place de répétitions dans notre cerveau. C'est-à-dire que lorsque l'on pense que si on n'a pas les chaussettes aux pieds, on ne réussira pas à s'endormir, c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Certes, ce sera beaucoup moins facile parce que notre cerveau a juste associé telle action égale sommeil. Hop, je la mets en place, je m'endors.
on réussira à s'endormir si on n'a pas de chaussettes aux pieds. On va juste mettre plus de temps parce qu'en plus, ça va un peu nous angoisser. Parce que comme on met un peu plus de temps à s'endormir, vu que les chaussettes n'appuient pas sur le bon bouton dans notre cerveau, eh bien, on met plus de temps. Donc, nous, on s'angoisse petit à petit, augmentation du taux de cortisol, je vais encore avoir plus de mal à m'endormir, etc. Mais on finira par s'endormir. Et on peut tous faire évoluer nos propres stratégies de sommeil dès lors qu'on commence à en avoir conscience. Je me rends compte que toutes mes stratégies de sommeil commencent à être un truc hyper complexe et non reproductible. Et bien, petit à petit, j'enlève certaines choses et puis je reviens à quelque chose éventuellement de plus simple. Si ça s'était appris, il y aurait beaucoup moins de problèmes de sommeil de manière générale. C'est important de le penser pour les enfants, ces stratégies de sommeil, parce que malheureusement, du côté des enfants, oui. On parle de rituels. Est-ce qu'on peut parler de rituels de sommeil? Je ne sais pas. Hein. Il y a une différence? Non. Ok. Non, ça n'est pas les rituels de sommeil. Les rituels de sommeil, ça va être tout ce qui se passe durant les 30 minutes avant le moment du coucher. Mais c'est aussi très important. Ça va préparer à aller vers le sommeil et ça prépare aussi la qualité du sommeil dans la nuit, les rituels de sommeil. Malheureusement, on parle énormément des rituels de sommeil, mais on parle très peu des stratégies de sommeil. Alors que les stratégies de sommeil ont une importance vraiment cruciale. Un petit peu moins cruciale chez les adultes et plus on grandit, mais absolument cruciale chez les tout petits et les petits bébés. Les rituels sont importants, les stratégies de sommeil sont essentielles. Chez les tout petits bébés, vient se mettre en jeu le fait que l'adulte va souvent chercher à avoir une action sur le sommeil de l'enfant et donc sur ses stratégies de sommeil en réalité au petit bébé. Et c'est toute cette confusion entre mon enfant ne sait pas dormir, je dois l'endormir et donc je vais entrer en lien avec ses propres stratégies de sommeil et je vais avoir une action dans les stratégies de sommeil de mon enfant. Et dès lors que en fait, l'adulte vient se poser comme détenteur de la stratégie de sommeil de l'enfant, c'est-à-dire qu'il le dépossède en fait, de sa stratégie de sommeil, et il vient être un élément indispensable, et bien là, très souvent, l'enfant et l'adulte vont tomber dans quelque chose de difficile vis-à-vis du sommeil. Parce que si l'on comprend bien ce système des stratégies de sommeil, on va avoir besoin de renouveler et de manière inconsciente tout au long de la nuit nos petites stratégies de sommeil et qu'elles ne bougent pas tout au long de la nuit. Sinon, ça va réveiller notre cerveau. C'est-à-dire que vous vous endormez dans votre lit avec votre compagnon à côté de vous, vous vous mettez sur le ventre, vous mettez votre main sur le côté, vous avez votre oreiller habituel. Si dans la nuit, vous faites un micro-réveil, eh bien votre corps, de manière inconsciente, va se remettre dans cette position-là. Vous n'allez pas vous réveiller, et vous allez pouvoir continuer à dormir. Et puis, vous allez enchaîner vos trains comme ça tout au long de la nuit. Mais si, dans la nuit, votre compagnon se lève parce qu'il a envie de faire pipi ou bien il fait une insomnie, bref, il va manger, sachez que votre cerveau va au micro-réveil suivant, pas pendant que vous dormez en sommeil profond, mais au micro-réveil suivant, il va détecter, en fait, que la personne a disparu. Si vous n'aviez pas été prévenu au préalable. Et au lieu de faire un micro-réveil normal où vous tournez, vous vous mettez dans le bon sens, vous allez vous réveiller. Et avec un sentiment d'angoisse aussi. Et si vous vous rappelez un petit peu, vous allez même toucher sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne a disparu. Vous allez avoir un niveau d'angoisse. Et pourtant, vous êtes adulte. Vous pouvez vous dire rationnellement, il est parti faire pipi, il est parti manger. Imaginez chez l'enfant, il n'est pas capable de rationaliser ce qui s'est passé. Et votre réflexe à vous en tant qu'adulte, je vous assure, c'est de vous lever et d'aller chercher quand même de savoir où il est et qu'est-ce qui se passe. Donc vous vous levez, vous allez chercher, mais où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais? Bon, reviens vite te coucher. Et puis en plus, j'ai quand même besoin de toi pour me rendormir. Et vous allez difficilement vous rendormir avant qu'il ne soit revenu d'ailleurs dans le lit, parce qu'il fait partie des stratégies de sommeil intégrantes chez vous. Vous êtes adulte, s'il ne revient pas, vous allez mettre un peu plus de temps, vous réussirez potentiellement, certains adultes pas. Et tout ça, c'est à comprendre aussi du côté du sommeil du bébé, parce que du bébé et de l'enfant. Parce que si on ne parle pas du bébé, qu'on parle juste, on redescend en arrière un tout petit peu. Un enfant de 3-4 ans, son parent, depuis toujours, n'arrive pas à sortir de la chambre avant qu'il soit endormi. Et donc, reste à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et cet enfant, en plus, ne dort pas dans un lit à barreaux, il a la possibilité de sortir de son lit. Dès lors que l'adulte fait et met ça en place, derrière, donc l'enfant s'endort en confiance, le parent est là. Derrière, l'enfant va se faire réveiller par son cerveau parce que au micro-réveil suivant, le parent n'est plus là, en fait. Et comme le parent fait partie intégrante dans sa présence, sa simple présence, il ne fait aucune action, juste sa simple présence de la stratégie de sommeil du bébé, exactement comme vous avec votre compagnon de l'enfant, avec vous, avec votre compagnon dans votre lit, dès lors, le petit enfant de 3-4 ans
va se réveiller avec une sensation de peur, il va certainement pleurer, il va se lever, il va sortir de sa chambre, il va aller chercher ses parents. Et là, les parents vont dire « Oh, mais non, reste dormir dans ton lit ». Et puis ils retournent, ils le remettent dans le lit, ils attendent que l'enfant s'endorme et le parent va retourner dans sa chambre. Et ainsi de suite, tout au long de la nuit, jusqu'à ce que les parents excédés, épuisés, que l'enfant excédé, épuisé, parce que lui aussi, il est excédé, épuisé, l'enfant. Lui, l'enfant n'est pas à même de rationaliser que ce qui est mis en œuvre pour lui, c'est le fait que pourquoi son cerveau le réveille sans cesse tout au long de la nuit, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il se réveille avec un sentiment de peur, il associe le sommeil avec de la peur, potentiellement, alors que c'est juste l'adrénaline normale du fait que normalement, il s'est endormi en présence de quelqu'un, il devrait se réveiller et dormir tout au long de la nuit en présence de quelqu'un. Oui, imaginez que ça se passe au milieu de la forêt et notre cerveau reste dans ces systèmes de survie-là. Notre cerveau n'a pas conscience qu'on dort dans des maisons sécurisées. Au sein de la forêt, si la tribu était présente et n'avait pas construit une grosse cabane pour un enfant pour qu'il s'endorme, la tribu ne disparaîtrait pas dans la nuit alors qu'ils ont endormi l'enfant en présence. Ce serait extrêmement angoissant, en fait. En termes de compréhension, en termes de survie. Et donc, du coup, on va avoir fin de nuit, les parents qui disent « mais j'en peux plus de cet enfant », tout le monde qui s'énerve, l'enfant qui dit « j'en peux plus de ses parents », globalement, et qui hurle jusqu'à ce que les parents le prennent dans le lit avec eux. Je suis dans le lit. Potentiellement, c'est là qu'ils dorment eux aussi, ils ne disparaissent pas. L'enfant expérimente ça assez rapidement, que quand il dort à cet endroit-là, les parents ne disparaissent pas. Je peux dormir paisiblement et l'enfant s'endort. Et puis très rapidement, c'est le soir au coucher que l'enfant se dit « non mais moi j'en ai marre de ces nuits-là en fait. Je suis fatiguée de vivre ça et de me faire réveiller par mon cerveau et de ce rapport aux parents. » Et puis dès le soir, l'enfant hurle à n'en plus pouvoir jusqu'à ce que le parent décide de « bon tu viens dormir dans notre lit ». Et là l'enfant peut dormir toute la nuit et sereinement. Et ça, c'est des répétitions de schémas assez classiques chez les plus grands, notamment, et qui prennent naissance avec encore d'autres choses chez les bébés, parce que chez les bébés, l'action de l'adulte, souvent, elle va beaucoup plus loin que cette simple présence à l'endormissement au sein des stratégies de sommeil. Et chez le bébé, ça va être toute une somme de choses qu'on va appeler, à l'inverse de stratégies de sommeil autonomes. Il y a beaucoup d'adultes avec leur enfant qui vont mettre en place des stratégies de sommeil qu'on appelle dépendantes. Dépendantes de quelque chose que l'enfant ne maîtrise pas et qui va potentiellement le réveiller durant tous ces micro-réveils la nuit. Et dès lors que l'enfant, par exemple, le bébé, est endormi dans les bras de ses parents, en bercement, de manière très, très agréable, il s'endort en confiance. Donc, il est contenu, il est dans les bras du parent, il entend le rythme cardiaque, c'est génial, il s'endort. Le parent, une fois que l'enfant est endormi, avec les bercements, se dit « bon, je vais le poser ». Et donc, le parent pose l'enfant. Alors, suivant le degré d'alerte et d'état émotionnel du bébé, soit dans la minute même, il se réveille, il hurle, et donc les parents appellent la consultante de sommeil en disant « mais je ne comprends pas, mon enfant s'endort, et quand je le pose, dès que je le pose, il hurle, il doit avoir une douleur, il a un problème ». Non, en fait, c'est simplement son système d'alerte et ses stratégies de sommeil. C'est normal. Ou d'autres enfants vont avoir un état émotionnel un peu plus posé ou même des caractères un peu plus souples, je dirais, et on va réussir à les poser, et par contre, 1 heure plus tard, mon enfant se réveille en hurlant. Et c'est normal. Imaginez-vous, vous, en tant que bébé, vous vous endormez dans les bras de votre mère, bercé, c'est génial. 1 heure plus tard, vous vous réveillez, vous ne savez plus où vous trouvez, vous êtes sur un matelas froid, dur, il n'y a plus de bercement qui est composé de votre stratégie de sommeil, vous avez encore envie de dormir, mais il n'y a plus de bercement. Vous croyez que vous ne savez pas faire autrement qu'avec le bercement. Et donc, grosse fatigue, peur, hurlement. Les parents, je ne comprends pas, mon bébé hurle à tout le temps, toute la nuit durant son sommeil. Comment ça se fait ? Mon enfant n'a pas mal. Là, c'est vraiment, en plus, on est vraiment dans des cas très, très, très fréquents. Enfin, là, c'est vraiment le sujet, je pense. C'est ça. Ouais. Et cette reproduction de comportement, elle a lieu. Alors, on a les parents qui bercent, on a les parents qui mettent une tétine dans la bouche de l'enfant et l'enfant ne maîtrise pas cette tétine. La tétine tombe, micro-réveil suivant. Je veux continuer à dormir, je tète automatiquement, il n'y a rien, je hurle. Le parent, je remets la tétine, je me rendors. Micro-réveil suivant, mon cerveau me réveille vu qu'il n'y a plus de tétine et qu'il ne peut plus continuer à dormir. Je re-hurle, et ainsi de suite. Et puis, quand même, à 4-5 heures du matin, il y a une baisse de production de mélatonine, il y a une augmentation du taux de cortisol, et il y a une expérience de nuit très difficile pour le bébé. Le bébé, lui, il a juste envie de dormir exactement comme le parent. Et il est sans cesse réveillé, avec un sentiment désagréable. Le sommeil, c'est pas quelque chose d'agréable. Je peux pas vraiment me reposer.
et à 4-5 heures du matin, j'en peux vraiment plus, je hurle tout ce que je peux. Et là, les parents rentrent dans des états d'insomnie. Qu'est-ce qu'on fait, Caroline? On remet bien plus loin des choses saines pour le sommeil de l'enfant, en fait. Saines. Des choses agréables pour le sommeil de l'enfant. Pour ne pas arriver à ce truc du 4-5 heures du matin où tout le monde n'en peut plus, en fait. Parce que on entend beaucoup les parents dire moi, je ne dors pas, c'est insupportable. Et c'est insupportable pour les parents. Ça n'est pas normal de vivre des états de réveil constant comme ça. On n'est pas fait pour ça. Certes, les 2-3 premiers mois, il est normal qu'un bébé se réveille toutes les 2-3 heures la nuit. Passé 6 mois, ça n'est plus normal. Entre 3 et 6 mois, 2 à 3 réveils d'alimentation, c'est normal. Tout autre réveil n'est pas normal pour l'enfant ni pour l'adulte, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis pour l'enfant. Tu vois, tu dis beaucoup le point de vue de l'enfant, que lui aussi, il n'en peut plus, que lui aussi, il a envie de dormir, que lui aussi... Enfin, tu vois, que c'est pas juste le parent excédé... machin, enfin, tu vois, c'est pas qu'un caprice. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout un caprice. C'est aussi de l'enfant. Et dans le cerveau du parent, c'est ça. Dans le cerveau du parent, il peut, avec une absence de compréhension du sommeil, dans le cerveau du parent, ça va vraiment être je ne comprends pas ce qui se passe pour mon enfant, il est capricieux, tout à fait. Ou il est douloureux, parce que c'est difficile de dire qu'un bébé est capricieux, donc on va dire qu'il est douloureux, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui. Ça va être les dents, ça va être un RGO aussi. Et ça va être plein de significations qui ont en fait qui sont juste liées en fait à des stratégies de sommeil qui sont pas OK pour cet enfant-là. Et donc, je parle du bercement, je parle de la tétine. Le pouce est une stratégie de sommeil autonome. Un pouce, le cerveau de l'enfant, de manière endormie, il le maîtrise, ce pouce. Ouais. On maîtrise son propre corps. Dès lors que le parent va avoir une action sur le corps de l'enfant, va avoir une action même dans la présence au moment de l'endormissement et dans une absence pendant le sommeil, c'est là toute la différence. Si je souhaite faire du cododo avec mon enfant, c'est magnifique, ça répond à des besoins biologiques, ancestraux, c'est-à-dire que dans la forêt, entre tribus, on dormait tous ensemble. Il y a encore très peu de temps, on dormait tous ensemble dans les maisons, quand il n'y avait pas d'électricité, peu de chauffage, c'était des maisons à pièces uniques. Sauf que tout le monde se couchait à 19h. Et les parents ne se couchaient pas à 23h. Tout le monde se couchait à 19h jusqu'à 19h le lendemain matin. Là, le problème, c'est que les parents vont se coucher avec l'enfant à 19h parce que l'enfant refuse de s'endormir sans la présence du parent. Et puis, le parent se carapate pour aller faire sa soirée. C'est ça, exactement. Et donc là, grosse angoisse de l'enfant. Lorsque l'on veut mettre en place du cododo, il est important de savoir qu'est-ce que je mets en place dans les stratégies de sommeil de mon enfant. Si je suis en lien avec le cododo, dans ces cas-là, il est important de le faire de manière cohérente. Tout comme les parents qui souhaitent mettre en place du cododo, mais uniquement la nuit. C'est-à-dire que le sommeil de jour, mon enfant doit dormir tout seul. C'est un problème. De la même manière, si j'endors mon enfant pour une sieste en journée, si je l'endors juste par ma simple présence, mon enfant va avoir besoin pour faire une belle et longue sieste que je sois présent tout du long de son temps de sommeil. C'est pareil. Et donc, si je souhaite ne pas être présent pendant le temps de sommeil de mon enfant, ça veut dire que je vais avoir besoin de prendre un chemin de stratégie de sommeil autonome pour lui, c'est-à-dire qu'il va s'endormir dans la pièce alors que je ne suis pas présent. C'est-à-dire que mon enfant est conscient que je sors de la pièce, ce qui lui permet de s'endormir sereinement et qu'il n'y ait aucun changement dans le cadre de son sommeil pour tout son temps de sommeil. Et l'inverse fait que dans les siestes et les sommeils de jour, c'est exactement la même chose. Plutôt que d'avoir un enfant qui va faire des belles siestes de 2h30, 3h, on va avoir des petits qui vont faire des micro-siestes trop insuffisantes d'une demi-heure. Parce que je l'ai endormi dans les bras, je le pose. Il dort une demi-heure, c'est normal. Micro-réveil suivant, je me réveille, je suis en panique, je ne suis pas bien. En plus, j'ai été vraiment réveillée. Impossible de me rendormir. Autant la nuit, c'est plus facile de se rendormir, autant le jour, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a des petits comme ça qui font des siestes de 30 minutes. Idem avec la tétine, idem avec la poussette. Je l'endors en poussette, puis je le bascule. Ou bien, je l'endors en poussette. Dès lors qu'il est endormi, j'arrête de pousser la poussette. Et bien oui, 30 minutes plus tard, il n'y a plus de bercement, l'enfant se réveille. Il n'a pas changé d'environnement, mais il n'y a plus ces stratégies de sommeil, en fait. C'est exactement la même chose. Je veux que mon enfant dorme en poussette. Je me suis dit, c'est une sieste poussette. Eh bien, je pars en poussette et je marche pendant 2h30. Exactement pareil en portage. Tous les petits bébés qui sont endormis en portage, c'est de la position ventrale. C'est absolument génial, mais c'est la même chose. Maman a envie de faire autre chose ou est très fatiguée aussi, et c'est normal. Eh bien, j'endors mon bébé en portage. Une fois qu'il est endormi, je m'assois. Une demi-heure plus tard, il se réveille. Ben oui, il s'est endormi alors que vous marchiez. S'il s'est endormi alors que vous marchiez, il est normal qu'il se réveille.
Donc, si j'endors mon bébé, enfin, si je veux que mon bébé dorme en portage et que je souhaite passer la sieste assise, dans ces cas-là, je reste assise et mon enfant s'endort sans qu'il y ait de bercement durant le portage. Si c'est une balade en portage, ça veut dire que je vais marcher pendant tout le temps nécessaire pour sa sieste. Et c'est pas facile. C'est toute cette histoire de cohérence. Dès lors que l'on comprend les mécanismes du sommeil avec les micro-réveils, qu'on les met en rapport avec les stratégies de sommeil, eh bien, on comprend ce qui se passe pour son enfant. Et dès lors qu'on comprend ce qui se passe pour son enfant, eh bien, c'est beaucoup plus simple ensuite de prendre les décisions et de choisir son propre chemin. Je suis un parent, j'aime faire du portage, eh bien, je sais que je vais devoir marcher beaucoup. Ou bien, j'aime faire du portage, mais j'ai une césarienne, c'est trop difficile pour moi, eh bien, je sais que le portage, ça va plutôt être pour les temps d'éveil et non pas pour les temps de sommeil. Sinon, ça pose problème. Ou bien, je sais que l'endormissement en portage, ça veut dire que je reste assise et je propose un endormissement sans bercement de ma marche à mon bébé en portage. Il y a beaucoup de compréhension de ce côté-là qui sont très importantes. Les stratégies de sommeil, ça veut dire aussi ventre et dos. Les positions ventrales et dorsales sont très importantes. On conçoit chez l'adulte, un adulte qui a l'habitude de s'endormir sur le ventre va avoir beaucoup de mal à s'endormir sur le dos. Et on n'y pense pas pour le bébé, alors que c'est vraiment essentiel. La position physiologique de sommeil chez les bébés, chez l'être humain, ça va malheureusement, entre guillemets, être la position ventrale, c'est-à-dire dormir sur le ventre. C'est de cette manière-là qu'on se sent en sécurité, on n'a pas les entrailles à l'air, c'est de cette manière-là qu'il ne va pas y avoir des réflexes de Moro du corps, les membres sont bien proches du corps, c'est de cette manière-là que le bébé va pouvoir avoir les mains proches de son visage et qu'il va pouvoir saisir son pouce facilement, plutôt qu'un bébé sur le dos qui va à peine réussir à porter sa main jusqu'à sa bouche et puis tout de suite ça va tomber, ça va être très fatigant. Un bébé sur le ventre, nourrisson, va pouvoir vraiment très facilement répondre à son besoin de succion ou de sécurité au niveau de la sphère orale. Et en plus de ça, le bébé va pouvoir ramper et se positionner avec quelque chose sur le haut de sa tête qui rappelle les stratégies de sommeil en vie intra-utérine. Ça va avoir tous ces avantages-là. La grosse problématique, c'est qu'on a des études aujourd'hui sur la mort subie du nourrisson. Il y a encore quelques années, la position ventrale était vraiment quelque chose de conseillé pour que les petits puissent dormir. Et c'est normal, en termes de stratégie de sommeil, en termes de physiologie même, la position en C pour le bébé, c'est la position la plus adéquate. Et c'est aussi pour ça que les bébés en portage, ils sont en position ventrale. C'est pour ça qu'ils s'endorment si bien, qu'ils dorment si bien. C'est pour ça que les bébés, quand ils sont aussi sur le parent, quand le bébé s'endort, on me dit « Ah, il s'endort sur mon épaule ». Oui, il s'endort en position ventrale. Et c'est pour ça que c'est très facile. Alors, imaginez un bébé que vous avez endormi en position ventrale sur vous et que vous mettez sur le dos dans son berceau. Dès lors, pour lui, c'est comme si vous lui avez fait en plus Space Mountain, en termes de ressenti. De ressenti. C'est normal qu'il se réveille immédiatement. Et donc, par contre, ce qui est important à savoir pour les parents, et que maintenant, quand même, beaucoup de parents sont assez prévenus, c'est que les études nous ont montré que la position ventrale augmentait de manière très importante les risques de mort subite du nourrisson, notamment à cause des étouffements et puis aussi parce qu'il y a parfois plein de choses dans le lit du bébé, mais pas que pour ça, très clairement, pour certains bébés avec du reflux ou un manque de dynamisme dans la nuque, on va avoir des bébés qui vont respirer de manière saccadée, avoir beaucoup de mal à respirer et puis s'étouffer sur le long terme. Donc, la position ventrale n'est absolument plus préconisée et les médecins, tout le personnel médical va vraiment indiquer qu'il faut absolument faire dormir les bébés sur le dos. Moi, je rappelle quand même que seuls les parents sont décisionnaires à ce niveau-là et qu'il n'y a pas d'obligation. Mais il est important d'avoir conscience que les risques et les chiffres sont là, clairement, pour la position ventrale. Et à la fois, il est important de comprendre qu'il y a beaucoup de parents qui, malgré cette énorme angoisse de la mort subie du nourrisson, positionnent leur enfant sur le ventre et comme par miracle, l'enfant dort. Et l'enfant dort bien. Il va rallonger ses cycles de sommeil, etc. Moi, je n'ai pas d'indication. Chez Fedodo, on ne donne ni dans un sens ni dans l'autre. Nous, notre rôle, c'est juste de donner de l'information, le pourquoi du comment. Et pour que les parents, en connaissance de toutes les causes, prennent leurs propres décisions. Mais une fois qu'on est conscient de ces histoires de sommeil ventral, sommeil dorsal, sommeil ventral plus facile pour le bébé que le sommeil dorsal, on peut aussi comprendre nos gestes et ce qu'on fait. Je propose du sommeil ventral à mon bébé en portage toute la journée, mais le soir, je veux qu'il s'endorme sur le dos. Non, c'est très difficile pour le bébé. Il acquiert, plus vous le faites dormir sur le dos, sur le ventre, sur vous, plus il met en place, en plus, et il valide sa stratégie de sommeil ventral, et on lui demande quelque chose de complètement différent pour la nuit, pour l'endormissement du soir. Oui, ça va être très compliqué pour lui.
En plus de ça, le petit nourrisson a vraiment besoin de contenance, de retrouver les stratégies de sommeil qu'il y avait dans le ventre de maman durant sa vie intra-utérine. Durant la vie intra-utérine, le bébé met déjà en place des stratégies de sommeil. La contenance, le fait d'avoir quelque chose, si le bébé était en bas, qui appuie sur le haut de la tête, le fait d'être tout le temps alimenté, pas la sensation de faim, le fait d'avoir chaud, le fait parfois d'être bercé parce que maman marche beaucoup, potentiellement pendant son travail, ou est beaucoup en voiture, ce genre de choses. Et donc, il est normal que bébé, lorsqu'il arrive au monde, il arrive aussi avec des stratégies de sommeil déjà en place. Et donc, il est important de les repérer avec son bébé sur les premiers mois et de l'accompagner petit à petit. Et c'est important dans le discours de ne pas entendre « il ne faut surtout pas bercer » ou « il ne faut surtout pas endormir mon enfant dans les bras » ou « surtout pas en portage ». Ça n'est pas ça le chemin, puisque votre enfant était dans la contenance, il a besoin de cette présence, le petit nourrisson. Mais c'est de faire les choses tranquillement et en conscience de ses besoins. C'est-à-dire que j'endors mon enfant dans les bras durant une sieste en journée. Eh bien non, je ne le pose pas en fait. Je garde mon enfant dans mes bras pendant toute la sieste. Et idéalement, je fais peut-être des petits bercements aussi, parce que si je l'ai bercé, il a besoin de continuer dans ses bercements. Mon enfant s'endort au sein, eh bien, je ne l'enlève pas du sein. Si j'ai choisi que sa sieste se passe au sein, eh bien, toute la sieste, il aura besoin de la passer au sein potentiellement. C'est être conscient de ce que je mets en place et des préférences de sommeil de mon enfant, y répondre dans la mesure où moi j'ai envie d'y répondre aussi, garder de la cohérence, maximiser le temps de sommeil et puis petit à petit permettre à mon enfant de découvrir des stratégies autonomes. Alors il y a certains bébés qui peuvent être complètement autonomes dès la naissance, puis les parents ont très envie de ça, donc ils mettent ça en place d'entrée de jeu, et puis il y a d'autres parents qui sont plus dans une proximité, dans du maternage, et bien juste je prends conscience de ce que je mets en place avec mon enfant, et puis petit à petit, si mon chemin à moi en tant que parent, parce que chaque chemin parental est à respecter, c'est-à-dire que moi, si j'ai envie que mon enfant, jusqu'à 4 ans, 10 ans, 18 ans, on s'en fiche, s'endorme au sein et dorme avec moi dans mon lit, c'est mon choix à moi. Il n'y a pas de mieux ou de pas bien. Par contre, il faut moi que j'ai conscience de ce que ça met en œuvre pour mon enfant. Ça veut dire que toute la nuit, potentiellement, mon enfant, s'il s'est endormi au sein avec la succion, il aura besoin à chaque micro-réveil du sein déjà dans la bouche pour pouvoir se rendormir facilement et passer son micro-réveil. Et potentiellement, il aura besoin que vous soyez présent durant tous ces temps de sommeil, de la sieste et de la nuit, de manière ininterrompue. Et c'est juste le chemin parental. Et puis, moi, je n'ai pas envie de ça et je souhaite d'autres stratégies de sommeil. Eh bien, je mets tout ça en conscience, en fait, de ce que je mets en place avec mon enfant. Et je comprends ce que me dit mon enfant lorsqu'il se réveille la nuit en hurlant. Non, le sommeil n'a rien d'angoissant pour personne. Par contre, il est très angoissant de s'être endormi dans une situation précise, d'avoir des stratégies de sommeil dépendantes de quelque chose que je ne maîtrise pas, qui peut faire des allées-venues sans que je le sache, etc. Un être vivant que je ne maîtrise pas, en fait. Et ça peut être angoissant. Et surtout si cet être vivant ne répond pas à ma demande et disparaît, revient, etc., est en colère, est stressé. Si c'est stressant pour la maman d'endormir son enfant au sein et qu'elle est énervée parce qu'il met 1 heure à s'endormir, eh bien, c'est peut-être pas la voie pour la maman, en fait, et ni pour l'enfant. Parce que cette voie-là, pour les deux, elle est stressante. Les personnes vont dire de l'entourage ou professionnel de santé, il est normal qu'un enfant ne dorme pas, et puis en plus, s'il a allaité, c'est encore plus normal. C'est absolument faux. Ou bien, laisse-le hurler dans une pièce tout seul, et ça résolvera tout. Alors clairement, oui, si on laisse hurler un enfant tout seul dans une pièce, ça résout tout parce que l'enfant est bien obligé de finir par trouver une stratégie de sommeil autonome. Clairement, voilà le pourquoi du comment. Mais heureusement, il est possible de faire autrement que ça. Et encore plus, alors il ne s'agit pas de culpabiliser les parents qui ont peut-être parfois pris cette voie-là parce qu'ils ont écouté un professionnel et parce que la situation était tellement difficile qu'ils en sont venus à ça et qu'ils ne sont pas trouvé d'autres chemins. Clairement, mettre ça en œuvre, ça vient aussi mettre des angoisses en rapport avec le sommeil. Parce que l'enfant n'est pas reconnu dans ses émotions, n'est pas accompagné dans ses émotions, et il y a une sorte de punition qui est mise en place, et alors encore plus chez un jeune bébé, c'est voire même de l'angoisse. C'est-à-dire que l'enfant hurle seul dans une pièce fermée. Là, je ne veux pas aller jusqu'au mot traumatisme, mais il y a quelque chose qui se joue quand même d'extrêmement angoissant. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettiez un bébé au milieu de la forêt puis vous le laissez hurler jusqu'à ce qu'il s'endorme. Lui, l'enfant, il est toujours au milieu de la forêt. Il n'a pas conscience qu'il est en sécurité.
En fait, il est juste tout seul Il est avec juste tout seul, son c'est angoisse, ça, quoi. Mm. exactement. Mais on a beaucoup entendu parler des laisser pleurer. Je sais pas, même moi, ça me parle, tu vois. Il faut laisser pleurer bébé 5 minutes, après 10. Tu vois ce que je dis? Tu vois de quoi je parle? Ah oui, c'est le 5-10-15. Alors, c'est important qu'on en parle parce que ça, c'est une méthodologie, en effet, qui a été proposée par Ferber. C'est un des premiers qui a étudié le sommeil en 1980. Ferber a permis des progrès extraordinaires sur la compréhension du sommeil des petits et des enfants. C'est le premier à avoir mis en place des études. Il est américain. Il a écrit des livres sur ce sujet. Et puis, c'était un médecin. C'était pas un pédagogue. C'est pas quelqu'un qui a creusé la partie émotion de l'enfant, etc. Il a creusé vraiment le sommeil. Lui, il a indiqué du coup de faire la méthode du 5-10-15, c'est-à-dire que on laisse l'enfant pleurer 5 minutes, on y retourne très rapidement pendant 1-2 minutes, lui dire qu'on est là, on ressort. On attend 10 minutes et puis on y retourne et on augmente ce temps d'absence jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Bon, alors c'est toujours mieux que de laisser complètement seul l'enfant et d'y aller un petit peu, mais ça reste malgré tout des temps et des espacements énormes. Et surtout, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas formé spécifiquement à l'accompagnement des émotions et à la partie pédagogie et psychopédagogie. Donc, forcément, voilà, il a proposé quelque chose de cet ordre-là. Cette méthode du 5-10-15, heureusement, de la même manière, à l'heure actuelle, ça n'est plus obligatoire. À partir du moment où on comprend le sommeil, à partir du moment où on s'informe sur le sommeil, et que l'on vient comprendre aussi ce qui se passe pour son enfant, eh bien, de la même manière que si dans la journée, vous dites à votre enfant, il a l'habitude de manger, vous êtes tombé dans un cercle vicieux, et toutes les heures, votre enfant vous demande un Kinder. Et sans quoi il fait une crise, sans quoi votre enfant croit qu'il n'arrive pas à passer l'heure suivante sans son Kinder. Vous êtes tombé dans votre relation avec votre enfant dans un cycle comme ça s'est mis en place. Il était malade, bon, bref. Et vous vous dites, moi j'ai plus envie qu'il ait un Kinder à chaque heure. En plus, je vois bien que ça détériore sa santé, c'est pas OK ni pour moi ni pour lui, etc. C'est dents. Je souhaite sortir de ça. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de passer par une phase de frustration pour votre enfant. Et c'est normal, en fait. Et il a le droit de dire qu'il est en colère, en fait. Et il a le droit de dire qu'il veut ce Kinder. Et par contre, vous avez le droit, vous, de ne pas être en colère, en réaction, et non plus d'associer ça à une punition. C'est-à-dire que, tu es en colère et tu me dis que tu n'es pas content parce que je ne te donne pas ton Kinder, donc je vais te mettre dans une pièce à l'écart et tout seul. Non, il n'y a pas besoin de ça. Vous avez tout à fait la possibilité d'accompagner votre enfant, de lui faire un câlin et d'accompagner sa colère et lui dire vas-y, tu peux y aller, tu peux dire que c'est pas OK pour toi et tu as tout à fait raison. Et pour autant, là, le Kinder, c'est plus possible. On va faire autrement, puis je vais te montrer qu'on peut passer ça autrement. Et puis tu vas découvrir d'autres choses. Comme boire un verre d'eau, etc. Enfin voilà, ou jouer. Mais là, tu as le droit de sortir ton émotion. Vas-y, je suis là et j'accompagne mon enfant dans son émotion de tout ce qu'il a à déverser et c'est normal. Et puis ça, c'est la phase de colère. Et puis derrière, on passe à une petite phase de tristesse parce que c'est le deuil et c'est le moment où le cerveau comprend que oui, ça, ce sera plus possible. Et puis je trouve autre chose, la phase de tristesse. Et puis de la même manière, j'accompagne mon enfant. Et puis derrière, mon enfant va se passer jour et heure après heure de son Kinder. Il aura le droit d'être à nouveau en colère à certains moments. Puis petit à petit, ça va sortir de sa vie et il va trouver d'autres choses. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui paraît assez évident pour les parents dans le quotidien parental, et du moins pour les parents éveillés peut-être à la parentalité positive et à ces fonctionnements-là, mais qui ne paraissent pas du tout évidents pour le sommeil, alors qu'on est exactement sur la même chose. Dès lors qu'on comprend le sommeil et qu'on comprend les émotions de son enfant, eh bien, il est important pour le parent qui souhaite du changement, en tout cas, parce qu'on n'est pas obligé de souhaiter du changement. Si je souhaite du changement, eh bien oui, je vais avoir à accueillir de la frustration, de la colère et de la tristesse pour mon enfant. Et je vais l'avoir à accueillir et non pas à subir et à mettre dans une chambre tout seul. Accueillir, accompagner, et puis une fois que ça va mieux, ok, super, bon, tu peux faire ton dodo. Et c'est tout, en fait. Et c'est un processus. De la même manière qu'il est normal que l'enfant redemande un Kinder de temps en temps pour voir si finalement il n'y en a pas un, de la même manière, l'enfant va potentiellement redemander les anciennes stratégies pour voir si ça peut être possible. Peut-être le lendemain, peut-être plusieurs fois dans les jours qui suivent, peut-être une semaine après, peut-être un mois après. Et puis, c'est aux parents de voir quel est son cadre et où est son propre chemin, de quoi il a envie, et de comprendre ce que ça met en œuvre pour l'enfant aussi dans sa compréhension des choses et dans son rapport au sommeil. Mais comment c'est possible de... Je ne sais pas, je prends l'exemple de ce bébé qui s'endort uniquement au sein. Comment on fait pour
changer de stratégie de sommeil? Enfin, parce que là, c'est très difficile, j'imagine. Enfin, tu vois, il y a une phase quand même où c'est compliqué ou comment ça se passe? Bien sûr, dès lors, alors, si on est juste avec un petit nourrisson, sur les 2, 3 premiers mois de vie, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, qui peuvent se mettre en place sans pleurs et juste, voilà, petit à petit. Donc, petit à petit, je fais très attention au temps d'éveil de mon enfant. Je ne vais pas le coucher trop tardivement, on n'a pas parlé de ça, mais et je le couche au bon moment pour lui. Et puis, au bon moment pour lui de le coucher, je lui propose de s'endormir tout seul. Il n'a pas encore mis en place trop l'idée de la succion. C'est qu'à partir de 3, 4 mois, vraiment que les stratégies de sommeil, elles s'ancrent bien pour l'enfant. Donc, avant ça, il y a pas mal de souplesse, en fait, et de découverte dans les stratégies de sommeil. Et donc, si mon enfant, petit à petit, je lui fais découvrir le fait qu'il arrive à s'endormir de manière autonome, que ça peut être serein, etc., eh bien, petit à petit, je propose de moins en moins le sein à l'endormissement et puis de plus en plus d'autonomie dans son sommeil. Et ça se passe tout à fait bien. Après, dès lors qu'on a passé un certain âge d'éveil et que l'enfant va vraiment pouvoir être bien conscient au monde, et ça arrive déjà vers 4 mois pour les bébés, 3, 4 mois suivant chaque enfant, et que lui va aussi mettre en place de plus en plus de compréhension et d'imaginaire autour du sommeil et de croyances et de stratégies de sommeil qui s'ancrent, eh bien pour l'enfant et pour le parent, il va être plus compliqué, en effet, de sortir de ces schémas-là sans qu'il y ait une phase de deuil, en fait, et une phase d'expression des émotions où l'enfant va pouvoir dire « Non, je ne suis pas d'accord ». C'est tout l'objet du désir et du besoin. Il a le droit d'avoir des désirs, il a le droit de dire non, de même que le parent a le droit de dire « C'est plus ce chemin-là qu'on prend, je t'en propose un autre ». Et la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour les problématiques de sommeil, lorsqu'on va se diriger vers un professionnel de santé parfois, ou quelqu'un, on va lui demander, mais j'ai des problèmes de sommeil avec mon enfant, la personne va vous dire, soit c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'un enfant ne dorme pas, tout ça c'est normal, aucun bébé ne dort, c'est malheureusement absolument faux et très délétère. Voire même toutes les injonctions sur l'allaitement. C'est parce que tu l'allaites, c'est parce que cet enfant est allaité, etc. Passe au biberon, ça ira mieux. Ça n'a absolument rien à voir. Les bébés allaités dorment aussi bien que les bébés au biberon. C'est sans commune mesure. La problématique, c'est s'endormir au sein. Un bébé peut être allaité, mais ne pas s'endormir au sein et avoir un sommeil absolument fluide, parfait, sans aucun problème. Je vois oui. Bien sûr. Et il y a énormément de femmes qui arrêtent leur allaitement pensant que ça va résoudre les troubles du sommeil. Et en fait, elles remettent en place autre chose dans la stratégie de sommeil de leur enfant et ça pose tout autant de problèmes. Elles leur mettent une tétine, elles l'endorment au biberon, etc. Et les problèmes sont les mêmes au final. Et elles sont bien embêtées. L'allaitement n'a rien à voir avec les problèmes de sommeil. On peut allaiter son enfant et avoir un bébé qui dort parfaitement bien, comme un bébé au biberon. Et donc, c'est la grosse problématique. Et dans les accompagnements que l'on fait, ça fait partie des choses qu'on apprend aux femmes et on leur explique qu'elles peuvent faire des allaitements longs, très longs. Parmi nos consultantes, moi, j'ai allaité ma fille jusqu'à ses 13 mois. Parmi nos consultantes, on a une petite de 4 ans, Evodis, sa fille de 4 ans, est toujours allaitée. Il n'y a aucun problème à allaiter, à faire des allaitements très longs si l'on souhaite, et avoir un bébé qui dort, un enfant qui dort, sans que ce soit un problème. Du coup, je reviens parce que j'ai dévié là-dessus. Je disais, tout ce que je viens de dire, cette philosophie en fait de pensée, pour moi, elle a vraiment émergé, elle a pris forme avec toutes ces notions de forêt, de compréhension de l'enfant, etc. Et pour moi, c'est un autre chemin vers le sommeil. Et c'est un autre chemin qui est à prendre vis-à-vis des deux chemins, qui est celui de nier la problématique de sommeil ou de laisser son enfant hurler seul dans sa chambre. Il existe un autre chemin. Et c'est le titre de mon livre qui est en train d'être écrit et qui va sortir en janvier prochain avec Hachette. Et du coup, c'est un autre chemin vers le sommeil des bébés et des enfants. Et dès lors que pour les parents, il peut exister cet autre chemin et que moi, lorsque je l'ai découvert, moi-même en tant que mère, ça a été une révélation extraordinaire. C'est-à-dire que cette histoire de sommeil, ça peut être serein, ça peut être beau, ça peut être une expérience relationnelle en fait à partager. Et c'est vraiment toute ma formation de psychopédagogue de la relation où pour moi, c'est vraiment une histoire de relation, tout ça. De compréhension du sommeil évidemment, mais comment je viens poser une autre relation et je peux la vivre avec mon enfant de manière assez magnifique. Le reflux gastro-œsophagien.
Souvent, on va prendre la question de l'impact du RGO sur le sommeil dans ce sens-là. Or, en fait, moi, je vais plutôt dire l'inverse. C'est plutôt quel impact le manque de sommeil va avoir sur le RGO. Le RGO, c'est important de le définir. Voilà, d'abord. Qu'est-ce que c'est le RGO? Donc, c'est un reflux gastro-œsophagien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir deux types de RGO. Donc, il peut y avoir un reflux gastro-œsophagien qui est vraiment banal. Ce sont les remontées du contenu de l'estomac, en fait, qui ressortent ou qui ne ressortent pas. Ça peut être interne, donc ça peut ne pas se voir. En tout cas, ça remonte dans l'œsophage et ça redescend. Puis il peut y avoir plusieurs allées-venues. Ou bien ça ressort complètement, des fois en jet, des fois juste sur le coin de la bouche. Ouais. Et tout ça, c'est complètement normal. C'est parce que c'est une question de maturité de l'organisme, tout simplement. Et aussi, c'est une question physique, tout simplement. Si nous-mêmes, adultes, on ne buvait que du liquide et qu'on passait notre vie allongée, en position verticale, eh bien, ça remonterait aussi. C'est complètement normal. Mais chez les bébés, non seulement il y a une immaturité de la part du cardia, et en plus de ça, ils ne boivent que du liquide qui vient en plus vraiment augmenter la capacité de leur estomac, et ils passent leur vie allongée. Donc forcément, ça remonte, et c'est normal. Donc les remontées classiques, type reflux, on appelle ça du reflux, c'est énormément de bébés, et c'est quasi même 100% des bébés, ne serait-ce que si ça arrive une seule petite fois, ou bien ça arrive de manière très très récurrente chez certains bébés. Ça peut être complètement OK et n'avoir aucune incidence sur la vie du bébé. Et ni en termes de gêne, ni en termes de douleur. D'ailleurs, l'enfant ne va pas grimacer ou quoi que ce soit. C'est juste, comme certains médecins vont dire, une question de lessive. Alors après, c'est quand même assez embêtant pour les parents. Ça peut être un petit peu angoissant parce que ils vont avoir l'impression que le bébé n'a pas suffisamment mangé. Donc, des fois, on va regaver un petit peu le bébé. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et puis, il y a toute la partie RGO pathologique où globalement, la pathologie, elle va être uniquement parce que on va avoir ce reflux et ce reflux va entraîner une acidité qui va venir brûler l'œsophage. Et donc, la pathologie va venir de ce qu'on appelle une œsophagite. Et où là, la brûlure de l'œsophage, ça fait mal. Ça fait sacrément mal. Ouais. La gorge, l'œsophage. Et du coup, on va avoir un bébé en douleur. Un bébé qui va s'arquer en arrière, un bébé qui peut pleurer jour et nuit. Moi, mon bébé a eu un RGO interne très sévère qui a duré plus de 4 mois. 4, 5, 6 mois même. Et là, malheureusement à l'heure actuelle, c'est une sorte de fourre-tout aujourd'hui dans le domaine de la parentalité et on va classer les bébés dans la catégorie des RGO pathologiques extrêmement rapidement. À la fois, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et à pas mettre de côté et à bien diagnostiquer. Et à la fois, on va aller dans le sens du RGO pour tout bébé qui présente des signes de douleur. Et c'est deux pendants un petit peu difficiles à gérer finalement, parce qu'il y a eu, soit on a complètement mis de côté, les RGO n'existent pas, soit maintenant il n'y a plus que des bébés RGO. On voit une masse de bébés catégorisés immédiatement RGO. Eh bien, en fait, le manquement à l'heure actuelle vis-à-vis de la problématique du RGO pathologique, mais même non pathologique, c'est la compréhension de l'origine en fait de ce RGO. Pourquoi ce reflux devient pathologique et pourquoi ce reflux vient poser problème à l'enfant et voire même se transforme en œsophagite. Et là, en fait, il y a toute une somme de causes possibles. C'est un petit peu comme une pelote de laine qu'il est important de venir dénouer petit à petit. Et ça, il y a très, très peu de professionnels de santé qui sont formés à ce sujet-là. C'est pour ça que nous, entre autres, on va travailler vraiment main dans la main avec Myriam Alexis, notre diététicienne nutritionniste pédiatrique chez Madame Miam, qui elle est vraiment spécialisée dans ce domaine. Et puis, on va venir poser les deux piliers de cette pelote de laine, en fait, liés au RGO, qui sont l'alimentation et le sommeil. Il y en a d'autres. Moi, par exemple, dans la conférence spéciale bébé RGO, qui est notre module 4 là, qui va passer en entièrement gratuit, on donne vraiment une liste de choses à faire dès lors qu'on va soupçonner un RGO chez son bébé et dès lors qu'il va être diagnostiqué éventuellement par le médecin. Parce que c'est pas parce que le médecin le diagnostique que mon bébé est RGO à vie, ad vitam aeternam. Et pas non plus parce que le médecin va diagnostiquer un RGO qu'il faut qu'il soit mis sous médication avec des antiacides et de manière ininterrompue. C'est extrêmement important de savoir que la médication type Inexium ou Mopral, qui sont des antiacides, qui sont des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons, ce sont des médicaments qui ne sont pas validés en pédiatrie en dessous de l'âge de 1 an. Et à l'heure actuelle, ces IPP sont prescrits extrêmement majoritairement pour des bébés
de 1 mois à 8-9 mois. Ah oui. C'est pas de l'homéopathie, hein, c'est vraiment des médicaments qui vont empêcher l'acidité de l'estomac. Or, l'acidité de l'estomac dans le cadre de la digestion, ça a un rôle essentiel. Et donc, c'est pas du tout anodin sur la santé des bébés. Et aujourd'hui, étant donné qu'il y a énormément de bébés catégorisés comme RGO très rapidement, et derrière, en plus de ça, non seulement ils sont catégorisés comme RGO sans avoir pris en compte pourquoi est-ce qu'il y a un problème et est-ce qu'on peut pas aller le régler autrement que juste en catégorisant RGO, on va en plus directement donner des IPP en première intention, et puis on y va. Et on donne des IPP à des tout petits nourrissons, et ça, vraiment, ça fait partie du quotidien, mais vraiment des parents à l'heure actuelle. Mais la première chose que j'indique aux parents, c'est on va voir son médecin. La deuxième chose, c'est on va voir un gastro-entérologue aussi, pédiatrique, parce que eux sont déjà beaucoup plus spécialisés pour aller voir ce qui se passe du côté du RGO, et puis ils vont aussi pouvoir, pour ceux qui sont bien formés, donner des indications du côté de l'alimentation du bébé, parce qu'une des premières causes des reflux, ça va être du côté de l'alimentation, avec le lien avec le sommeil aussi. Et puis la troisième chose, c'est d'aller voir un ostéopathe pédiatrique. Donc, vraiment pédiatrique, ça veut dire quelqu'un qui a été formé spécifiquement à l'ostéopathie des bébés, parce que il suffit qu'il y ait un blocage du côté du bébé dans le corps pour que vraiment ça puisse être une des origines des reflux. Donc c'est même pas du côté, donc un antiacide n'aurait absolument aucun effet, mis à part empêcher l'acidité, mais globalement, le reflux serait toujours là, la gêne du bébé serait toujours là si l'enfant n'est pas vu et manipulé par un ostéopathe pédiatrique. Et ça, par exemple, il y en a très peu en France, des ostéopathes pédiatriques. Ça va être important d'aller voir sur le site du GLOP, G-L-O-P, il y a un annuaire des ostéopathes pédiatriques. Okay. Ensuite, et en parallèle de tout ça, ça va être important d'aller vraiment regarder l'équilibre alimentaire du bébé. En aucun cas, lorsque mon bébé a un reflux, la mise en cause ne peut se faire du côté de l'allaitement. L'allaitement n'est pas une cause au RGO. Et on a beaucoup de mamans qui vont arrêter un allaitement parce que leur bébé a un RGO. Tout à fait. Absolument pas. Au contraire, il va être beaucoup mieux et beaucoup plus facile de résoudre une œsophagite avec un bébé allaité. Pourquoi ? Parce que le lait maternel va être un antiseptique et va venir pouvoir guérir la brûlure. Et une des premières indications pour venir regarder un RGO et soulager un enfant, ça va être de diminuer la quantité de la prise alimentaire et de venir la scinder en plusieurs parties, en plus, voilà, plusieurs petites parties. Là où, attention, il y a beaucoup de professionnels qui vont indiquer l'inverse, c'est-à-dire que votre bébé a un RGO, donc il faut qu'il ait beaucoup plus ses intestins au repos, donc là, il faut le gaver bien, et puis après, il ne faut plus qu'il mange pendant 4 heures. Et là, c'est le drame, parce qu'au contraire, on va remplir encore plus un estomac qui n'a pas la capacité de se prendre 210 millilitres, et on va avoir un bébé qui va être sans cesse dans le reflux. Ça n'a rien à voir avec la digestion dans le ventre, c'est une question de capacité au niveau de l'estomac. Et on va avoir des bébés qui vont se brûler encore plus l'œsophage. Donc, des petites prises alimentaires. Globalement, le bon espacement, c'est toutes les 2h30, 3h en allaitement comme au biberon, finalement. Et on ne va pas chercher à donner des énormes biberons à l'enfant. Et en allaitement, c'est l'idéal. Un bébé RGO en allaitement, surtout, on reste dans l'allaitement. Enfin, en tout cas, si on a envie de rester sur un bébé allaité, évidemment. Ensuite, il y a évidemment les solutions pour les bébés qui ne sont pas allaités au biberon, qui sont celles de l'épaississement du biberon, qui peut vraiment aider à tasser un petit peu au niveau de l'estomac. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais tout ça, de toute façon, toute la piste alimentaire, quoi qu'il en soit, elle est à venir creuser avec un spécialiste, et il y a peu de médecins qui sont spécialistes dans le domaine. Donc vraiment, vous vous dirigez vers une diététicienne nutritionniste spécialiste et spécialiste de pédiatrique, et notamment dans le RGO. Nous, chez nous, c'est Myriam Alexis, c'est facile de prendre rendez-vous avec elle, mais il en existe d'autres, et donc il faut faire des recherches à ce niveau-là. Et ensuite, ça peut avoir aussi des origines d'allergie, d'APLV, ces reflux-là également. Ça va beaucoup se voir avec des bébés qui vont faire de l'eczéma aussi. Et quoi qu'il en soit, avant de partir sur des évictions quand on est mère allaitante ou des changements de lait avec des bébés au biberon, on prend conseil auprès d'un spécialiste, et c'est toujours la diététicienne nutritionniste pédiatrique qui va aussi pouvoir voir ça avec le médecin, et puis avec des tests, avec un allergologue éventuellement, et voilà, de l'éviction, mais accompagné. On ne fait pas ça tout seul, parce que ça aussi, ça n'a rien d'anodin. Une maman qui stoppe tous les laitages et le soja, ou un bébé qui change de lait, tout ça, ça n'est pas anodin en fait, sur la nutrition de l'enfant. Donc c'est pas à faire un petit peu comme ça, comme je le sens. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses de ce côté-là qui se font. Et donc l'autre pendant essentiel, une fois qu'on a bien checké toutes ces choses-là, évidemment, c'est le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les RGO peuvent être énormément
Et nous, c'est les cas qu'on accompagne. En fait, pour être honnête, on a 2/3 des parents qui viennent vers nous avec un bébé RGO. Je mets des guillemets à la caméra, mais du coup, avec un bébé RGO entre guillemets, qui s'avère au bout de 3-4 jours d'accompagnement ne pas être un bébé RGO. C'était juste un bébé qui manquait de sommeil. L'autre tiers, c'est éventuellement, il y avait vraiment une régulation de l'alimentation à faire. Il y a bien un reflux, pas forcément RGO, mais il y a bien un reflux avec beaucoup de régurgitation. Et avec le sommeil remis d'aplomb, l'alimentation remis d'aplomb, on a un bébé qui vit sa vie parfaitement. On a juste des équilibres à faire avec beaucoup de verticalisation pour l'enfant après la digestion. Mais on a un bébé qui dort très bien, qui ne hurle plus et qui fait sa petite vie tranquillou. Et qui n'a pas besoin de médicaments. Donc, je dis bien, en fait, je suis en train de dire que quasi 100% des bébés n'ont pas besoin de médication. Là. Et on a quand même, si je peux dire, un tout infime petit pourcentage d'enfants qui vont effectivement avoir une œsophagite et pour qui, effectivement, les IPP peuvent être nécessaires juste le temps de rééquilibrer le sommeil et l'alimentation et de guérir l'œsophagite, en fait, d'arrêter la brûlure. Ouais. Donc, l'espace de 3 semaines, 1 mois, pas plus, juste le temps de guérir la brûlure. Une fois que tout est rééquilibré, il n'y a plus besoin, en fait, du médicament en question. Et ça, c'est moi, pour avoir été maman d'une petite fille RGO interne où j'ai souffert et où elle a souffert pendant X mois, mais de cauchemars intenses, c'est pour ça que c'est quelque chose de gratuit que je veux donner actuellement dans nos modules. C'est juste un truc de dingue, en fait, de se rendre compte de ça. Et moi, ma fille a été sous IPP pendant 2 mois, je crois, et je l'ai arrêtée de moi-même, voyant qu'il n'y avait pas d'amélioration. Il est important aussi de vraiment dire aux familles que l'Inexium et le Mopral, ça n'empêche pas les régurgitations, ça empêche juste l'acidité. Donc, le contenu continue à remonter. Il y a plein de parents dont les médecins ne disent pas ça. Donc, le parent est là, je lui donne le truc, mais il continue à régurgiter. Oui, en fait, ça n'empêche pas la régurgitation. Par contre, en plus de ça, il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir pour médication aussi tout de suite l'Inexium ou le Mopral, alors même qu'avant ça, il y a des médicaments beaucoup moins invasifs et qui peuvent avoir un effet bien meilleur, qui sont par exemple le Gaviscon, qui va venir faire un pansement, qui va venir faire un effet radeau sur le bol alimentaire, donc empêcher les remontées. Et ça, à donner avant chaque prise alimentaire, ça peut avoir un effet génial et ça peut venir guérir l'œsophagite si on rééquilibre en parallèle et le sommeil et l'alimentation. Aussi simple que ça, tout est réglé en 1 semaine. Et c'est-à-dire, c'est pas des mois et des mois de pleurs et de douleurs. Oui, pardon. Le Gaviscon, il y a du Gaviscon pour les enfants? Je savais pas. Oui, tout à fait. Il y a du Gaviscon pour les enfants en version mentholée, pour les bébés, en version mentholée et en goût banane. Et là, en fait, normalement, si tous les médecins étaient bien formés, il n'y aurait jamais de première intention sur l'Inexium et sur le Mopral. Et de toute façon, si les médecins étaient bien formés, il n'y aurait pas de Gaviscon, il n'y aurait pas d'Inexium et de Mopral avant 1 an. Il est possible, et ça, c'est vraiment un message très fort que je veux envoyer, il est possible de vivre avec son bébé qui a un RGO, et même un RGO qui se soit transformé en RGO pathologique dû à une œsophagite, et que son bébé mange normalement, dorme normalement, ne soit pas hurlant toute la journée, et que ce soit réglé au niveau de la douleur en l'espace de 1 à 2 semaines s'il y a œsophagite. Il n'y a aucune raison qu'un RGO pathologique reste comme cause de manque de sommeil, cause de douleur ou de choses comme ça. Il n'y a aucune raison. On n'a pas eu un seul cas pour lesquels, et pour le coup, on est vraiment spécialisé là-dedans. On a énormément d'accompagnement et de familles que l'on accompagne tous les mois sur ces sujets. On n'a pas un seul cas pour lesquels la famille est restée avec un bébé hurlant et une situation catastrophique. Et dans tous les cas, il y avait du manque de sommeil. Et dès lors qu'on venait résoudre les troubles du sommeil qui s'étaient mis en place, bien sûr du fait de la douleur, bien sûr du fait de toute cette pelote de laine qui est de l'œuf, de la poule, etc. Parce que c'est quelque chose qui grossit. Plus je manque de sommeil, plus je suis stressée, plus j'ai de la tension dans l'estomac, plus j'ai du reflux, plus j'ai mal. Plus j'ai mal, moins j'ai de facilité à aller vers le sommeil, plus je manque de sommeil, plus je stresse, etc. C'est un cercle vicieux, quoi. Ouais. C'est un cercle vicieux dans lequel on rentre extrêmement rapidement et qui provoque vraiment des vrais cauchemars à vivre. J'en sais quelque chose, et des vrais traumatismes. Quand on entend hurler des jours, en fait. Et c'est des choses qui peuvent ne pas exister et ne pas perdurer. Les 2 solutions sont dans le sommeil et dans l'alimentation. La première des choses, c'est aller écouter, ne serait-ce que, ça ne vous coûte rien, vous allez écouter le podcast que j'ai fait avec Myriam sur Allo fait dodo, dédié à la question du RGO. C'est déjà une table ronde sur le sujet. Ensuite,
je vais prendre le module 4 spécial bébé RGO qui, dès le mois prochain, va être gratuit chez nous. Et dans ce module-là vidéo qui dure 3 heures, je réponds à énormément de questions. Il y a toute la ligne de conduite à mettre en place. Donc, la première des choses, c'est quand même d'aller voir son médecin. Parce que quand on a aussi un bon médecin, il est capable aussi d'aller regarder qu'est-ce qui cause la douleur de mon enfant. Et ce n'est pas forcément une œsophagite, en fait. C'est important d'aller regarder pourquoi mon enfant a mal. Il y a une vraie problématique aussi sur l'autodiagnostic. Enfin, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais l'autodiagnostic, voilà. Après, c'est peut-être plus rapide, j'en sais rien, mais franchement, ça peut être dangereux et bien sûr. Et c'est pas anodin, quoi. Moi, c'est loin d'être anodin. Et tout comme il y a énormément de parents qui forcent la main au médecin pour dire c'est un RGO, tout à fait. Ça me rappelle comme moi quand je vais chez le médecin et que je dis j'ai une angine. Oui, non, je veux des antibiotiques. Tu vois, enfin, tout de suite, je dis je veux des antibiotiques. Mais non, mais pas besoin parce que c'est une angine, tu vois, petite, j'en sais rien. Bon, bref, peu importe. Si, je veux des antibiotiques. Mais tu sais, on est conditionné, quoi, presque. Enfin, tu vois, c'est fou, hein. Moi, j'ai fait 3 pédiatres pour qu'enfin un me prescrive l'Inexium pour ma fille. Voilà, alors que les 2 précédents avaient raison. Mais les 2 précédents, certes, avaient raison et ne voulaient pas m'écouter. Sauf que comme je ne me sentais pas écoutée et qu'ils ne me proposaient pas des solutions, eh bien, je devais continuer seule, en fait. Ah oui, non, mais je ne savais pas que les nutritionnistes pédiatriques existaient. Je savais pas que l'origine du RGO, c'était le manque de sommeil et une question de nutrition, une question de verticalisation de mon bébé. Je ne savais pas tout ça. Et le médecin qui a prescrit l'Inexium à ma fille n'a pas regardé sa gorge. Il n'a pas regardé s'il y avait une œsophagite. Et il ne m'a pas expliqué l'effet du Gaviscon. Il ne m'a pas expliqué que c'était avant les tétés. Il n'y a pas eu de vrai accompagnement, en fait. Il n'y a pas eu de vraie explication là où les parents ont besoin d'explications pour vouloir. Ça devient quand on a un bébé RGO fourre-tout. Parce que, donc, en fait, un bébé qui va mal, c'est ça. C'est le vrai mot. Quand on a un bébé qui va mal, on devient un parent soignant. C'est ce que je dis, le parent-soignant. On ne devient même plus un parent, c'est le parent soignant. Et donc, on est tout seul à la recherche de qu'est-ce que je peux faire pour lui. Je veux absolument soulager cet enfant et je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, je suis prêt à embrasser n'importe quoi. Moi, j'ai fait un arrêt pour la PLV parce que je croyais que ma fille était allergique aux protéines de lait de vache du fait de ce que je mangeais. Et donc, j'ai fait un arrêt. Pendant 9 mois, je me suis privée de fromage, de soja, de pâtes feuilletées parce qu'il y a du lactose dans les pâtes feuilletées, de tout ce qui contenait le lactose pendant 9 mois, sans aucune raison. Ma fille n'était pas du tout à PLV, en fait. Ah oui, tout à fait. Et je reviens aussi à l'idée des signes d'un RGO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui vont aussi confondre mon bébé ne va pas bien et a une douleur avec des signaux de sommeil tout simples. C'est-à-dire que de 0 à 2 mois, l'enfant va s'endormir en sommeil agité. Je ne sais plus si j'en avais parlé précédemment. Oui, dans le premier épisode. Enfin, dans le premier. C'est ça. Et durant le sommeil agité, c'est vraiment un sommeil agité. C'est-à-dire que l'enfant va ouvrir les yeux, les fermer, va pouvoir pleurer un peu, va avoir l'air presque gêné, va pouvoir agiter ses bras, etc. Et le parent qui va avoir endormi son enfant éventuellement, et puis le poser comme ça, qui va voir son bébé dans cet état-là, il va se dire « mais mon bébé a une douleur, ça ne va pas ». Et puis l'enfant va se réveiller au bout de 10 ou 20 minutes, il ne va pas passer en sommeil calme, tout ça parce qu'en fait, simplement, il a changé d'environnement de sommeil, il était au sein, et puis on l'a posé. Le parent, au lieu de comprendre que c'est simplement parce que l'enfant n'arrive pas à remettre en place ses stratégies de sommeil pour passer son cycle de sommeil et qui voit juste son enfant tout agité en sommeil agité, puis se réveiller de ce sommeil agité, là, l'interprétation parentale, c'est « mon bébé est douloureux, il n'arrive pas à continuer à dormir, il a une douleur ». Et en plus de ça, l'enfant se met à manquer de sommeil. Donc, ça veut dire qu'il va de moins en moins facilement vers le sommeil et se met éventuellement d'ailleurs à avoir de plus en plus potentiellement des régurgitations qu'il n'avait pas au départ. Et c'est souvent à la base le manque de sommeil initial qui peut mettre en œuvre un reflux en fait et le transformer éventuellement en œsophagite. Pas que, mais il y a plein de causes comme ça en fait. Mais c'est le fameux sommeil est réparateur. Enfin, je veux dire. Oui, et le sommeil, dès lors qu'on manque de sommeil, on augmente en taux de cortisol et donc c'est l'hormone du stress. Dès lors que le corps est stressé, ça a une action directe sur la digestion et ça va provoquer des remontées et ça va provoquer de l'acidité. C'est normal en fait. Pareil pour les adultes, non ? Mais bien sûr, pareil pour les adultes, tout à fait. Et donc, en fait, c'est simplement parfois une méconnaissance du sommeil de l'enfant, une méconnaissance de l'optimisation, de la maximisation du sommeil de l'enfant qui
peut entraîner ce type d'incompréhension et qui vont mener à des situations extrêmement difficiles pour le bébé et pour le parent pendant des mois et des mois. Et cette méconnaissance vis-à-vis du sommeil, donc quand tu me parles, c'est pour ça que je dis, la question c'était RGO et impact sur le sommeil. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé par te dire, eh bien moi je dirais plutôt le sommeil, manque de sommeil et impact sur le fait de devenir un RGO en fait. Parce que vraiment, c'est le fondement. Et comme je l'ai dit certainement souvent dans nos échanges, c'est vraiment la base de tout, le sommeil, d'absolument tout en fait. Et avant d'enchaîner sur la seconde partie de cet épisode, j'aimerais remercier Blédina pour son soutien. Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que depuis plus de 100 ans, Blédina contribue à la santé de votre bébé en utilisant des ingrédients sains et savoureux, le tout avec des produits cultivés avec respect et cuisinés avec amour. Il existe plus de 200 recettes pour éveiller les papilles de votre bébé de 6 à 36 mois et permet donc de faire de chaque repas un instant privilégié qui donne à bébé l'envie de découvrir à la fois différentes textures et différentes saveurs. Avec ma première petite box bio fruits et légumes et à partir de l'âge de 6 mois de bébé, vous pouvez démarrer tranquillement la grande aventure de la diversification alimentaire. Disponible en exclusivité sur www.shop.bledina.com. Les régressions du sommeil. Ce qui est considéré comme une régression de sommeil, ça va être une très courte période sur 1, 2 semaines, 3 semaines maximum, je dirais. Après, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi, mais là, c'est vraiment pour les régressions importantes qui vont être du côté des 12 mois. Il y en a une vraiment là où ça peut être un moment un peu compliqué. Mais sinon, c'est l'espace d'une semaine, quelques jours, en fait, qui correspondent à mon enfant dormait très bien, et mon enfant se met à faire des courtes siestes et à faire quelques réveils la nuit ou a du mal à aller à la sieste, par exemple, ou rechigne un petit peu à aller se coucher éventuellement. Et où, globalement, ça crée quelques petites tensions, mais ça crée une petite diminution du temps de sommeil. Et en fait, pour moi, je trouve ça hyper dommage de l'appeler régression de sommeil. Parce qu'en fait, ce sont juste ces régressions-là. Donc, on ne parle pas d'enfants avec des troubles du sommeil qui, durant les phases de régression de sommeil, du coup, là, se mettent à faire exploser leurs troubles du sommeil. Donc là, tout explose vraiment. Et ça dure pas une semaine, ça dure des mois, voire des années quand les choses sont pas résolues. La régression de sommeil, c'est en réalité, ce sont des phases de développement cognitif, psychomoteur de l'enfant, simplement. Il y en a une vers 4 mois, il y en a une vers 8 mois, il y en a une vers 12 mois, il y en a une vers 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Globalement, c'est un petit peu tous les 6 mois, finalement. Et en fait, c'est très simple, hein, c'est vraiment des phases intenses de développement du côté de l'enfant. Donc, vers 3-4 mois, c'en est une vraiment clé, où c'est la première mini-angoisse de séparation, mais c'est plutôt la première, le vrai éveil au monde du bébé. Là, il commence vraiment à percevoir le parent, la distinction, un petit peu l'absence-présence, même si on dit que vraiment les tout débuts, la plus grosse phase d'angoisse de séparation qui démarre, et puis qui va jusqu'à 3 ans, hein, c'est vers 8-9 mois, elle démarre en réalité vers 3-4 mois avec ce vrai éveil au monde de l'enfant. Là, le bébé, il est vraiment présent. Il commence à être présent au monde et dans l'interaction. Et ça va provoquer chez lui plein de choses sympas parce que mon bébé commence à vraiment être là. Et en même temps, ça va, s'il y a quelques troubles du sommeil ou des incohérences dans les pratiques de sommeil, ça va faire tout exploser parce que là, le bébé peut rentrer dans des angoisses vis-à-vis du sommeil. Si au niveau du sommeil, tout va bien, eh bien, ça va faire juste que mon bébé a un peu plus envie d'être dans l'interaction, en fait, et a un peu moins d'envie d'aller à la sieste ou au coucher du soir. Bon, voilà, et c'est très court. Si je maintiens le cadre de sommeil, hop, tout ça passe très rapidement, puis mon bébé se remet à bien dormir. Et globalement, l'enfant, pourquoi on appelle ça régression de sommeil? C'est parce que dans ces grandes phases de développement importants, l'enfant, il a surtout envie d'être dans l'éveil, en présence et coupé pour aller vers le sommeil. Ça l'embête un peu parce qu'il y a tellement de choses là qui s'arrivent pour lui dans son cerveau, tellement de connexions ou de développement moteur nécessaire que waouh, j'ai envie de rester là, j'ai plein de choses à faire et je suis dans cette urgence d'acquisition en fait. Donc, il y en a une vers 3-4 mois, il y en a une vers 8-9 mois où là, ça va être vraiment l'angoisse de séparation. Mais pareil, cette phase de 8-9 mois chez les bébés qui dorment très bien, qui n'ont aucun trouble du sommeil, elle peut ne même pas se voir. Aucune régression de sommeil à ce moment-là. Pour les bébés, par contre, avec lesquels il y a des choses du côté du sommeil déjà en place depuis plusieurs mois, alors là, ça peut être vraiment le must du must en termes d'explosion et de grosses difficultés.
dans l'absence-présence du parent. Mm. C'est vraiment la distinction de je comprends que je suis une entité à part entière et que mon parent peut partir et revenir, sauf que je mets du temps un petit peu à le comprendre, que lorsque mon parent part, il disparaît pas totalement et qu'il va revenir. Et donc vraiment, là, c'est le moment de faire beaucoup de jeux de coucou caché avec son enfant pour qu'il comprenne que quand je disparais, je réapparais. Tout ce qui est la boîte Montessori qui est... Ouais. Mince, je vais y arriver. Ça s'appelle la boîte de disparition de l'objet. J'ai plus le mot en tête. Ça peut être très intéressant à cet âge-là d'avoir ce type de boîte. L'objet disparaît et en fait, il réapparaît quand j'ouvre le tiroir. Tous ces jeux-là, dans la journée, ça aide à passer cette phase-là. Et puis, l'enfant va, lorsque le parent sort de la pièce, il va se mettre à pleurer. Alors que d'habitude, ça ne posait aucun problème. Et là, c'est vraiment de jouer coucou, caché. Hop, je ferme la porte, je la rouvre, je suis encore là. C'est juste permettre à l'enfant de comprendre par des petites absences qu'on est aussi en présence et de vivre ça normalement. Les bébés, il y a plein de bébés avec lesquels on va voir ça en journée et il n'y a aucune régression au niveau du sommeil. Et pour certains, ça va faire que j'ai un petit peu plus de mal à aller me coucher, un peu plus de mal avec la séparation induite nécessairement par le sommeil. Aller vers le sommeil, c'est forcément se séparer et se recentrer sur soi. Et même si on fait du cododo, c'est forcément une séparation. Et du coup, voilà, ça peut provoquer ces petits problèmes-là. Pareil, là, le cadre maintenu, tout va bien. Vers 12 mois, là, c'est vraiment la période d'acquisition de la marche où l'enfant va se mettre debout et où là, c'est une grosse période de développement moteur hyper intense où les enfants, là, peuvent vraiment avoir beaucoup de mal à aller vers la sieste du matin parce que l'urgence pour eux, c'est de se mettre debout, c'est de marcher et même dans la nuit, ils vont faire des insomnies joyeuses. Même chez les petits qui font du quatre pattes, on va avoir ça aussi vers 8 mois aussi avec le quatre pattes. L'enfant va se réveiller dans la nuit, puis il va faire du quatre pattes dans son lit, puis il va se rendormir. Ça ne pose aucun problème en soi, mais c'est normal. Ou bien dans la nuit, il va se mettre debout, assis, et puis il va s'endormir. Ou bien au coucher, il va faire des debout, assis comme ça, et puis il va finir par s'endormir ou faire du quatre pattes. Eh bien, à la période des 12 mois, là, ça peut être relativement long. C'est là où ça peut être vraiment un petit peu plus long, où la première sieste peut devenir vraiment très compliquée. Et malheureusement, il y a beaucoup d'arrêts de cette première sieste à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance ou de parents qui vont croire que c'est juste le moment du passage à une seule sieste. Pas du tout. Il y a toujours vraiment besoin des deux siestes. C'est juste qu'il y a un petit moment là où parfois, la première sieste, elle saute le matin parce que l'enfant a juste une urgence au niveau moteur. C'est tout. Ah oui, et une fois que cette urgence elle est acquise, là l'enfant il va vraiment repartir sur des très belles siestes le matin et l'après-midi. Il a grandement besoin pour vraiment tout asseoir dans son cerveau au niveau de l'acquisition qui s'est faite à ce moment-là. Et ensuite on va retrouver une phase de régression qui a plus lieu vers 18 mois, mais pas chez tous les enfants. 18 mois, 20 mois, 18-20 mois plutôt, globalement de 18 à 2 ans même. C'est ce créneau-là suivant chaque enfant. Qui est lié aussi au développement du langage et ou aussi c'est dans ces âges-là, il y a des très gros développements en termes d'interaction et de la communication avec le parent. Et là, ce sont plus vraiment des enjeux de le soir, je te rappelle X fois pour que tu reviennes. Je veux pas que la journée s'arrête, en fait, vraiment pas, parce que je vis tellement de choses, je découvre tellement de nouvelles interactions dans la communication que c'est extraordinaire. C'est des grosses phases de développement intellectuel, vraiment cognitif pour l'enfant. Et où forcément, ça entraîne des petits heurts avec le parent le soir qui aimerait bien que ça s'arrête là et que maintenant la journée s'arrête, puis le bébé a besoin de dormir, et où bébé, là, lui, est tout feu, tout flamme, mais non, j'ai surtout pas envie, moi j'ai encore envie qu'on fasse ça, puis en plus je peux tester des trucs, maintenant je peux t'appeler pour avoir de l'eau, je peux t'appeler pour avoir un câlin, tu comprends ce que je dis, c'est extraordinaire. Et le parent découvre aussi cette nouvelle interaction. Donc, c'est hyper complexe de réussir à trouver l'équilibre autour de tout ça. Et puis, pareil, dès lors qu'on donne aussi suffisamment d'autonomie à son enfant vers ces âges-là et que l'on pose quand même aussi le cadre du sommeil, c'est aussi des choses qui passent. Ça revient vers 2 ans et demi par petits pics de une semaine ou deux. Ça revient vers 3 ans aussi par moment. Et puis, ça peut aussi revenir tout du long des 3 à 4 ans par petites pointes par moment qui sont complètement normales. Et puis, vers 4 ans, là, c'est vraiment des choses qui se calment complètement. Donc, c'est ça, les régressions du sommeil. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage d'avoir utilisé ce mot régression. C'est régression du côté du parent, parce que c'est un peu difficile à vivre. Et c'est juste reposer le cadre, comme l'enfant qui va venir tester dans le quotidien tout du long de son développement, quel est le cadre parental, les règles dans la maison, dans la vie quotidienne, en fait. Eh bien, il va aussi venir se confronter au cadre de sommeil dans le cadre de tous ces moments de développement, en fait, qui sont juste des moments de développement.
Pendant les maladies, on peut voir apparaître des régressions de sommeil. Juste Mais simplement, l'enfant pareil, est malade, il a mal, hein, donc forcément, il y a des réveils, mais ça peut induire que après la maladie, il y a encore du sommeil qui est, voilà, des petits problèmes au niveau du sommeil, tout simplement parce que parfois, il faut 2-3 jours pour l'enfant pour vraiment se remettre de ce qui s'est vécu en termes de maladie. Même s'il va mieux physiquement, il faut aussi lui laisser 2-3 jours. Et puis, si ça perdure, c'est peut-être simplement parce qu'il y a eu des changements dans les stratégies de sommeil, on en a parlé ensemble, et que se sont induits de nouvelles stratégies de sommeil dans la relation du fait de la maladie, et c'est normal. Mon petit bébé était complètement HL, il s'est endormi dans mes bras, ou il s'est endormi au sein, ou j'ai dormi avec lui sur ce moment un peu exceptionnel, et puis l'enfant l'a traduit dans une insécurité. Si je suis mal, j'ai besoin absolument de ces nouvelles stratégies de sommeil, et je peux être en insécurité dans le sommeil. Dès lors que le parent vraiment vient remettre le cadre de sommeil et la sécurité dans le cadre du sommeil et les stratégies de sommeil en place habituellement et qu'il n'y avait pas de trouble avant, les choses se remettent à rouler. Il faut juste reparler à son enfant et puis remettre en place les stratégies. Ah, ok, d'accord. Mais ça n'a rien à voir, ça me fait penser aux terreurs nocturnes. Aucun rapport. Non. Aucun rapport avec Ok, les terreurs. d'accord. Ça n'a rien à voir. Les terreurs nocturnes, c'est du manque de sommeil de jour qui se traduit par un sommeil trop profond en début de nuit qui fait que l'enfant va se réveiller en hurlant, mais il ne se réveille pas en fait. Il se met à hurler, à se débattre, il n'est pas présent. Il ne faut surtout pas réveiller l'enfant. D'ailleurs, c'est en début de nuit, c'est avant minuit, juste après, sur les heures qui suivent l'endormissement. Et il ne faut surtout pas réveiller son enfant et lui ne s'en souviendra pas. Par contre, il faut remettre absolument du sommeil de jour. C'est un gros manque de sommeil de jour. Ah, c'est ça? D'accord. Ouais, c'est juste ça, les terreurs nocturnes. Ah oui, ok. Et c'est des hurlements parfois, par contre, qui font flipper. Enfin, c'est font très flipper, impressionnant. ouais, Très impressionnant pour le parent. L'enfant, lui, ne s'en souvient pas s'il n'a pas été réveillé. Il ne faut vraiment pas le réveiller idéalement. Pourquoi il faut vraiment pas le réveiller? Juste. Parce que justement, s'il est réveillé, lui, ça va lui provoquer de la désorientation et de l'angoisse. Ah oui, et lui, il s'en souvient pas, c'est juste du sommeil trop profond. Il est bloqué entre deux phases, entre une phase de sommeil profond et une phase de sommeil paradoxal. Et c'est le manque de sommeil dans la journée qui provoque ça. Donc, chez les enfants à qui on a supprimé totalement la sieste vers 2-3 ans, c'est une urgence de votre enfant qui vous dit non, il me faut absolument cette sieste toujours. Et elle est nécessaire, la sieste en journée, 2h30, 3h. Et ce jusqu'à 4-5 ans. Et donc, les enfants plus sensibles vont faire ça. Et puis, si en plus de ça, il y a eu un moment stressant dans la journée qui a demandé plus de ressources à l'enfant, qui a augmenté son niveau de stress et de cortisol, et donc sa pression de sommeil aussi, eh bien, bam, manque de sommeil, plus événement un peu plus stressant, pouf, terreur nocturne. Ok. Donc, il suffit d'avoir un enfant un peu plus sensible que d'autres, d'autant plus au manque de sommeil, et on va aller facilement vers des terreurs nocturnes. Mais c'est absolument pas grave. Juste le rôle du parent, c'est de faire attention que l'enfant ne se fasse pas mal. Donc, on veille de loin, on essaye de ne pas être visible de l'enfant, voilà. Et si on se rend compte que l'enfant se fait mal, on vient juste faire attention à ça, lui. À la protection c'est ça, physique, parce que lui n'a pas du tout conscience et il n'est pas réveillé. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand ça ne va pas pour nous, déjà. C'est une des premières des choses. Quand on sent que pour nous, là, c'est ce qu'on vit, ça va pas, c'est pas OK. Et si c'est pas OK, c'est que c'est certainement pas OK. La vie parentale avec un enfant, le sommeil avec un enfant, c'est pas de l'ordre du cauchemar et de l'ordre de la torture. Non, qu'il y a un souci. Et puis, dès lors que je vois que aussi mon enfant est grognon, mon enfant se réveille le matin ou de ses siestes en pleurant. Un enfant qui se réveille d'une sieste, il se réveille en babillant s'il a suffisamment dormi. S'il se réveille en pleurant, c'est qu'il n'a pas suffisamment dormi. De même pour la nuit. Dès lors que la nuit, passé 2-3 mois, j'ai plus de 3 réveils la nuit, sur ces nuits de 12 heures à cet enfant, par exemple de 19h à 7h le matin, j'ai plus que 3 réveils dans la nuit de manière quotidienne, toutes les nuits. Là, je peux me dire que oui, c'est pas normal. Passé 9 mois, j'ai des réveils toutes les nuits, voire j'ai des réveils de la nuit et c'est pas juste une fois par semaine ou une fois 2 fois dans le mois. Ça aussi, je peux m'inquiéter. Et sauf si après c'est OK pour moi et que tout va bien pour moi, ça c'est vraiment de l'ordre de la jauge parentale en fait. J'ai tendance à dire quand tout va bien, en fait. Si pour vous tout va bien et que vous estimez que pour votre enfant tout va bien, vous êtes les seuls juges de toute façon. Et si moi je sens que ça va pas pour moi, je peux m'inquiéter, même si je crois que pour mon enfant ça va bien. Si je sens que pour moi ça va, mais que pour mon enfant ça va pas, et que donc du coup je juge que ça ne va pas, je peux m'inquiéter. Et parmi les signaux, j'ai mon enfant qui est tout le temps en train de se tirer l'oreille, qui est grognon, qui ne veut que les bras et qui n'arrive pas à être concentré sur une activité ou au sol tranquillement. C'est souvent des enfants qui en réalité manquent de sommeil, c'est pas des babys. Si mon enfant a tout le temps du mal à aller vers le sommeil, que ce soit à la sieste ou
au coucher, qu'il faut une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure à chaque fois pour qu'il puisse s'endormir. Si l'idée d'aller le mettre à la sieste ou d'aller le coucher ou de la nuit qui arrive me stresse, m'angoisse, tout ça, c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc en plus, quoi. Et là, il y a certainement quelque chose à venir comprendre et puis à venir changer, en tout cas si on le souhaite. Déjà, à venir comprendre. Élodie Emo, cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice, chef de projet des cercles de parents et maman de 2 enfants. Le sommeil, c'est un apprentissage, c'est un processus maturatif. Il y a un enfant sur 2 en moyenne qui ne fait pas ses nuits avant la première année. D'accord ? Donc ça, c'est les statistiques. C'est-à-dire que c'est la moitié des enfants. Et les parents, quand ils viennent d'avoir un enfant, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que c'est comme le langage, que c'est comme la marche, que ça ne s'acquiert pas d'emblée, que c'est des petites briques qu'on va venir petit à petit mettre les unes au-dessus des autres. Et donc, la première question qu'on va nous poser quand on va en société, alors, votre enfant fait ses nuits ? Et quand on ne dort pas, c'est hyper irritant déjà. En tant que parent, on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut, puisque mon bébé ne fait pas ses nuits, je dois forcément faire quelque chose qu'il faut. Alors que voilà, la première des choses que je voudrais dire, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se construit chez beaucoup d'enfants. Alors après, on va retrouver des enfants qui dorment bien, très vite, mais je dirais que comme les adultes, on a chacun nos spécificités. Quelqu'un, par exemple, qui est un peu tracassé, il va soit plus dormir, soit plus manger. Je schématise. Hein. Les bébés, ils peuvent avoir aussi leur petite fragilité. C'est-à-dire que dès qu'il y a des petits changements, le sommeil va être moins bon, et puis d'autres, ça va être les repas. Le sommeil d'un nouveau-né, le sommeil d'un tout petit, il n'est pas fait comme le sommeil d'un adulte. En fait, on a comme des sortes de trains de sommeil qui s'enchaînent les uns aux autres. Chez les tout petits bébés, c'est des cycles de sommeil qui durent à peine 50 minutes, qui sont très courts. Ce qui fait que pour réenchaîner chaque wagon de sommeil, parce qu'il y a des micro-réveils entre deux, parfois, c'est pas simple. Nous, je compare toujours à l'adulte parce que ça permet de voir. Nous, on a des trains de sommeil d'environ 1h30 à 2 heures. Donc, quand on est tracassé, on va se réveiller toutes les 2 heures à peu près. Voilà. Mais le bébé, il a des trains beaucoup plus courts, notamment de 0 à 2-3 mois. Après, il s'allonge un tout petit peu entre 4 et 9 mois, mais ça reste des structures différentes. Déjà, le petit bébé avant, je dirais 9-10 mois, il s'endort en sommeil plutôt agité. C'est pas rare de voir qu'un bébé s'endort, il bouge, et tac, d'un coup, il s'endort. Alors que nous, ou après la première année, l'enfant va plutôt s'endormir en sommeil calme. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, la structure du sommeil du bébé, je dirais de moins d'1 an, elle est beaucoup plus fragile que la nôtre. Il y a plus de trains qui s'enchaînent. Donc après 4 mois, 9 mois, on est plutôt sur 70 minutes à peu près. Hein. Des trains de sommeil de 70 minutes. Je ne sais pas si tu mettras des images illustratrices. Non, je ne pense pas, vu que c'est que audio, mais... Ouais. Ça peut aider à visualiser, mais donc tu vois, il y a ça. Et en fait, il suffit qu'il y ait une maladie, beaucoup de visites dans la journée, des tout petits changements qui nous paraissent totalement anodins, et ça va venir déstructurer ou l'enfant qui n'a pas eu, par exemple, qui n'a pas été assez porté, assez levé dans la journée, j'en sais rien, ou qui rentre à la crèche, par exemple, il va pouvoir potentiellement se mettre à se réveiller la nuit parce que il a besoin de retrouver un besoin non satisfait. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses. Après, il y a quand même des choses pour le sommeil qui aident à l'installation du sommeil. Par exemple, alors, faire ses nuits pour un bébé, c'est minuit 6 heures, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas des nuits de 12 heures. Déjà, c'est important de le préciser. On soit d'accord. On soit d'accord. À partir de 4 mois, mais il y a des bébés qui dorment. Il y a des bébés qui dorment super bien. Ah ouais, qui dorment 12 heures, 13 heures. Enfin, ça me hallucine. Et les siestes en plus de 2 heures, tu sais, dans des trucs. Alors, les parents qui dorment pas et qui entendent ça, ils sont. Oui, pardon, je le mets. Mais tu vois, si tu dis que c'est le premier sujet qui est ressorti, c'est que c'est quand même pas la majorité. Non. C'est-à-dire que moi, dans toutes les conférences que j'ai faites, je te rejoins. Le premier des sujets, après, le deuxième, c'est les émotions, l'alimentation. Le premier, c'est le sommeil. C'est le number one. Parce qu'en effet, quand on ne dort pas, on a des difficultés après à aller gérer ses émotions dans la journée. Tout à fait. Après, pour les parents qui ne dorment pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, hein, des ressources, les amis, la famille, voir ce qui est possible pour soulager et dormir dans la journée quand ça dure longtemps et qu'on sent que vraiment on a besoin de recharger ses batteries. À partir de 4 mois, en fait, on peut instaurer des petits rituels. C'est-à-dire que c'est un âge, alors je dis environ, plus ou moins, hein. Mais du coup, ce qui est bien le soir, c'est peut-être... Parce qu'un bébé, quand il se réveille la nuit, il va rechercher les mêmes conditions d'endormissement. Pourquoi pas avant 4 mois juste? Parce que non, le bébé, trop en petit. fait, le sommeil, déjà le sommeil est vraiment différent. Il y a moins de structure. Vers 4 mois, il commence à y avoir un peu plus d'éveil, des choses un petit peu différentes. On pourrait essayer avant, mais bon,
Les recommandations de l'OMS, déjà pour resituer, mais ça, ce n'est que des recommandations, c'est 0,6 mois dans la chambre des parents. Après, il y a des parents qui vont choisir de mettre le bébé à part dès le début, d'autres qui vont garder beaucoup plus longtemps, d'autres qui, à 3 mois, vont dire, bah, il y a un peu trop de bruit, on le met dans notre chambre juste à côté, mais on sécurise. En fait, il n'y a pas de bonne solution non plus. C'est-à-dire que chaque famille est différente en fonction de ce qu'elle a vécu elle, aussi de sa culture, de ses origines. Donc, faut vraiment dire ça aux parents. Ce qui est important, c'est que ça convienne à toute la famille. C'est ça qui est important. Et des fois, on tâtonne. En fait, en tant que parent, on tâtonne souvent. Je ne vais pas te parler de moi, mais moi, mes enfants, ils n'ont pas fait leur nuit à 2 mois. Et pourtant, j'avais des outils. Mais en fait, tu as beau avoir des outils, des connaissances, bah, des fois, tu fais comme tu peux. Et vu que tu es épuisé, bah, tu fais ce qui te semble le mieux au moment donné. J'ai eu beaucoup de témoignages de mamans qui me disent, maman surtout, qui me disaient j'ai l'impression d'être une mauvaise mère parce que mon enfant ne dort pas. Oh là là. Ça, c'est dur. Ouais, c'est dur pour elle de ressentir ça parce que non, absolument pas. Il faut pas qu'elle se sente mauvaise mère. C'est comme tu dis, c'est une interaction qui se crée entre les parents et l'enfant. Après, autre chose hyper importante quand même à dire, c'est que le bébé, c'est un être hyper dépendant qui a besoin de chaleur, d'être lové. Et donc, bah voilà, les premiers mois, c'est normal qu'il ait besoin de ça. Il n'est pas fait pour dormir tout seul dans un lit tout froid, les bras ouverts. Ouais. C'est comme si toi, on te balançait dans l'univers hop, avec une fusée et t'imagines l'angoisse. Donc, il faut aussi... Mais si tu expliques pas ça au papa et aux mamans, comment tu veux qu'ils sachent, qu'ils devinent que le sommeil, c'est un processus maturatif, que du coup, le bébé, il a besoin d'être lové. Alors, c'est dit de plus en plus, ils savent de plus en plus de choses, ils ont de plus en plus d'infos. Après, ce qu'il faut aussi leur dire par rapport au sommeil, donc juste, je reviens sur les rituels, ça peut être bien d'instaurer des petits rituels, soit une petite chanson, soit une petite histoire même, enfin, peu importe ce qu'ils ont envie, de monter dans la chambre et de dire, voilà, machin. Bon, ça peut être faisable. Après, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis, ça peut être dans la chambre des parents, dans la chambre de l'enfant. Voilà. Même si, voilà, 0,6 mois, on préconise. C'est la recommandation. La recommandation de l'OMS, voilà. Mais chaque famille fait comme il semble le mieux. Ce qui influence le plus la parentalité, c'est le modèle sociétal. C'est prouvé. Il y a des études qui ont prouvé ça. Il y a même un bouquin qui s'appelle Être un bon parent est une injonction contemporaine. Tu vois? Et donc, on est influencé par le modèle sociétal, ce qui est bien parce qu'il y a des nouvelles découvertes en neurosciences, dans l'éducation bienveillante, donc c'est super. On se rend compte que le rôle parental, il a une influence sur le développement psychomoteur affectif de l'enfant. C'est super. Par contre, ça donne beaucoup de culpabilité parfois aux parents, beaucoup d'injonctions, et donc ils ont ce sentiment très massif de ne pas y arriver parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Il y a un gap qui est plus ou moins grand, mais il y a toujours un gap. Parce que quand on est fatigué, on n'arrive pas à aussi bien faire, parce que l'enfant qu'on a colle pas à peut-être ce qu'on s'était imaginé. Enfin voilà, il y a plein de... Ça, c'est hyper important, ça. Ouais. Bah, quand on a un enfant, il y a l'enfant idéal, il y a l'enfant imaginaire, et après, il y a l'enfant réel. Et puis, il y a le parent qu'on s'imaginait être, tu vois. Tout à fait. Ce que tu as l'air de sentir en tant que parent. Puis en fait, tu te retrouves parent, tu es face à l'enfant que tu étais, souvent, l'éducation que tu as reçue. Et vu que nous, on a reçu des éducations où on n'a pas écouté nos émotions, quand un bébé pleure, on n'a pas, de manière si facile que ça, l'habitude de lui dire « je comprends que tu es triste » ou « je comprends que peut-être tu n'as pas envie de ceci », enfin d'aller verbaliser ses émotions, parce qu'on n'a pas fait ça avec nous-mêmes. Donc c'est un nouveau modèle sociétal de parentalité qui se met en place. Donc avant, on entendait des choses du genre « oh, laissez-le pleurer, il va se faire les bronches » ou « oh, moi on m'a laissé pleurer, j'en suis pas mort », enfin voilà, des choses comme ça. Sauf que maintenant, on sait que dans l'idéal, laisser pleurer un bébé, c'est vraiment pas ce qu'il y a d'idéal, enfin clairement. Et donc, dans la mesure du possible, on va essayer de le rassurer, de le lever, de lui faire des câlins quand il est plus grand. Enfin voilà. Après, ça, c'est ce vers quoi on essaie de tendre. Et puis après, des fois, il y a des fois où on n'y arrive pas. On n'arrive pas à accueillir les émotions de son enfant parce qu'on est trop vidé, on a notre vase d'eau qui est vide. Donc là, il faut aller chercher des ressources. Il faut faire attention au burn-out, aussi, trop d'injonctions, pas assez de ressources. Donc, c'est pas quelque chose qu'on dit toujours, de laisser pleurer les bébés. Mais après, par exemple, une maman qui va se doucher, son bébé, elle peut pas, s'il pleure, elle peut pas le prendre tout de suite dans ses bras, donc elle va pouvoir faire de la réassurance peut-être avec sa voix ou autre. Mais vous voyez, enfin, tu vois, il y a quand même des moments où le bébé il va pleurer, et puis, mais des petits moments. Faut pas que ce soit forcément nécessaire. Je vais laisser pleurer mon bébé parce que c'est comme ça. Non, maintenant, je pense que il y a beaucoup de parents qui savent que ça se fait, enfin que c'est, comment dire ça, sans injonction. Quand ils sentent qu'ils n'arrivent plus, qu'ils maîtrisent plus, il vaut mieux en effet poser le bébé, lui dire écoute, là je peux plus, il faut que j'aille me ressourcer, je reviens, je te laisse là en sécurité, que de garder le bébé dans les bras. Ça c'est évident, ça c'est sûr. Hein. Mais la méthode 5-10-5, si tu veux, il y a des parents qui l'ont puis qui se disent bon alors on va faire comme ça. Ça peut être très mal vécu par les parents aussi parce qu'en plus si ça marche pas, pour qu'un truc marche, il faut pas oublier, tu disais tout à l'heure et c'était intéressant, le bébé c'est un être à part entière et tout ça, mais le parent c'est aussi un être à part entière et en fait c'est une sorte d'interaction entre le père, mère et bébé. Et donc
Il y a des choses quand un parent non plus est pas ancré et pas certain de vouloir forcément faire ça, ça marche pas non plus. Comme si ça va ensemble, quoi. C'est comme Ah, un j'ai rôle compris. qui doit, tu vois. C'est des interactions qui marchent un peu ensemble. Et puis les enfants voient les fantômes. Ils voient ce que tu vois pas. Je sais pas comment dire ça. Ils voient les non-dits, ils captent les silences, les choses les plus infimes que même les adultes des fois perçoivent pas. Les enfants, ils le captent, tu vois. Dans ta respiration, dans ton ton, donc, tu peux rien cacher à un enfant. Dans la parentalité, ce qui va rester le plus, c'est pas ce qu'on va dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est les comportements et c'est la relation à l'autre par les répétitions. Et c'est ça qui reste après l'adulte, enfin l'enfant qui va devenir adulte. Donc, tu vois? Et Ah ouais. nos comportements, ils sont en majorité inconscients. Après, on essaie de gommer des choses, voilà, on peut, mais nos comportements, notre cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, c'est celui qui est le plus rapide. Donc, dans des situations de stress, par exemple, un parent, il va pas avoir le temps de se dire, il faut que je réagisse. Bah, pas tout le temps, en tout cas. Mais on travaille pour. Je pense qu'on est vraiment une génération qui Ouais. montre un tournant sociétal. Parce que les parents, ils disent tout le temps à leurs enfants qu'ils les aiment. Maintenant, ils leur démontrent toute l'affection. Et ça se faisait beaucoup moins avant. Tu vois, la génération d'adultes qui devient parent a moins reçu ça, cette affection comme Ah ça. bah oui, 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 bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, c'est Mais sûr que. tu vois, je pense qu'on en manque aujourd'hui. Enfin, ça, c'est un manque chez les adultes d'aujourd'hui. Audrey Ndjave Sulpizi, infirmière clinicienne, fondatrice des centres périnataux Happy Mum and Baby, auteure et maman de 3 enfants. Encore une fois, on part sur la définition des choses. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un bébé qui ne dort pas? Ça, déjà, c'est se dire, OK, c'est quoi un bébé qui ne dort pas? Est-ce que c'est un bébé qui se réveille pour manger? Est-ce que c'est un bébé qui dort pas du tout, c'est-à-dire ne ferme pas l'œil pendant 24 heures, il ferme jamais les yeux? Est-ce que c'est un bébé qui dort que très peu? Est-ce que c'est un bébé qui ne dort pas comme moi? Est-ce que, tu vois, faut redéfinir en fait c'est quoi un bébé qui ne dort pas en fait? Parce que concrètement parlant, un bébé, il a les capacités de dormir. 27e semaine de grossesse, in utero, il alterne cycle éveil, cycle sommeil, éveil, sommeil. Donc, il sait dormir. Il ne dort pas de la même manière qu'un sujet mature, soit un adulte, enfin, en tout cas, même un grand enfant adulte, il ne dort pas de la même manière, ça c'est sûr, parce que justement, c'est un être qui est en processus de maturation, de développement à tellement de niveaux que son sommeil va subir différentes étapes, va suivre en tout cas différentes étapes, encore une fois, physiologiques. Si j'ai rien qui vient perturber ce processus de développement, ça suit son cours. J'ai un bébé qui sort du ventre, qui va alterner cycle éveil-sommeil, qui va se réveiller parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il a chaud, parce qu'il a besoin d'être au contact, parce qu'il est en phase d'atterrissage. Il atterrit, puis l'atterrissage est pas forcément facile. L'accouchement est aussi un traumatisme pour le bébé. Ben voilà, il est en phase d'atterrissage, mais concrètement parlant, il est capable d'alterner des cycles d'éveil, des cycles de sommeil de façon très régulière, avec un besoin quand même de 14 à 16 heures par période de 24 heures de repos. Puis, il va grandir comme ça, 3-4 mois, période charnière. Le sommeil passe d'un cycle ultradien à un cycle circadien. Donc, il y a une troisième phase qui arrive. On n'est plus sur l'éveil du sommeil. On est sur induction du sommeil, phase d'endormissement, sommeil. Et il y a 2 phases dans ce sommeil-là. Donc, en fait, le sommeil change. La structure du sommeil change, donc bébé va forcément rencontrer des perturbations d'adaptation pour cette transition en fait. Puis en même temps, il doit gérer tous ses développements extérieurs, psycho, neuro, cognitif. Enfin, il doit gérer tout ce qu'il va faire. Il doit apprendre à interagir avec quelqu'un. Il voit qu'il ressent des choses. Il apprend à gazouiller, il apprend à manger, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à déglutir. Il y a tout ça qui se passe et tout ça va entraîner des micro-perturbations de l'oscillateur faible, surtout de l'horloge biologique. Donc en fait, il va suivre ces processus de développement, donc il va apprendre, il va maturer, il va suivre ces étapes, il va agrandir ses cycles de sommeil, diminuer son besoin de sommeil, et il va évoluer comme ça jusqu'à 4 à 6 ans. Si tout va bien, il va alterner période de perturbation où le sommeil sera un petit peu perturbé parce qu'il vit quelque chose, et période où tout va bien, où l'enfant va assouvir son besoin de sommeil, parce que dormir est un besoin fondamental, donc il va assouvir son besoin de sommeil. Il démarre avec à peu près autour de 16 heures dans les premiers mois et il diminue jusqu'à 4 à 6 ans où là, il va être à 8-10 heures de sommeil par période de 24 heures et ça va se résumer à la nuit comme nous en fait. Donc, on parle d'un sujet mature. Donc, avant
d'être un sujet mature, déjà, on ne parle jamais de troubles du sommeil. Il n'y a aucune pathologie qui est diagnostiquée. Donc, on ne peut pas dire, j'entends souvent sur les réseaux parler de dette de sommeil, qui est un diagnostic médical d'un sujet mature qui s'appelle l'hyposomnie et qui se diagnostique selon plusieurs critères. Donc, tu vois, c'est archi faux. Un bébé n'a pas de dette de sommeil. On va vraiment, si tu veux, se dire qu'il y a des difficultés, mais il n'y a pas de trouble parce que c'est pas un sujet mature. D'accord? Une pathologie, on l'a chez un sujet mature. Donc, un bébé jusqu'à 4 à 6 ans, il n'est pas mature au niveau de son sommeil. Maintenant, pareil que pour l'allaitement, comme l'allaitement, c'est un besoin fondamental de manger, je veux dire, on va manger puis on va répondre à d'autres besoins fondamentaux. Ben, le sommeil, si j'ai un reflux gastro-œsophagien, ça fout en l'air mon besoin fondamental. Si j'ai une pathologie X ou Y, si j'ai un contexte particulier, si, je sais pas, moi, je vis une séparation pendant la première année, un déménagement, beaucoup de voyages, une maman qui fait une dépression postpartum, un couple qui va pas, de l'alimentation qui va mal, de la digestion qui est difficile. Enfin, si tu ajoutes au processus de développement normal déjà d'autres choses qui viennent perturber le sommeil, bah là, tu as une horloge biologique qui est complètement flinguée et tu as un bébé, du coup, qui sait plus, voilà, qui va faire des micro-siestes, qui va se réveiller la nuit, il y a plein de choses difficiles qui vont se passer et donc le sommeil devient une difficulté. Donc, concrètement, c'est un petit peu ça. Le sommeil du bébé allaité, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut définir ses attentes, en fait. Encore une fois, c'est quoi le sommeil? C'est quoi dormir? À quoi m'attendre? Comment il va dormir mon bébé? Si je le sais, ben je sais, tiens, il fait des dents. Ah, ben c'est normal qu'il dorme pas en ce moment. Ben, je vais attendre, je vais soulager ses dents, puis je vais prendre la patience, je sais que ça va passer. Ah, il est en train de marcher. Ah, bon, ben, je sais que c'est une perturbation. Ah, il a 9 mois. Ah, ben, je sais que c'est une perturbation. 4 mois, si je sais, les choses sont vécues complètement différemment. Je me dis pas, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi du jour au lendemain, il dort pas? C'est pas comme ça que tu dois penser. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est ça qu'on doit penser. Un bébé allaité, c'est la même chose, sauf que les attentes sont différentes parce que pour un bébé allaité, il y a 5 à 10% des besoins qui sont couverts la nuit. Et encore une fois, c'est physiologique. On n'appuie pas sur le bouton qui demande de produire du lait avec la bouche, j'ai pas de lait. Donc, si j'ai un bébé qui, par exemple, là, hier, typiquement, j'avais une maman qui me disait, oui, pour la nuit, je dis, mais tu n'allaites pas ton bébé la journée parce qu'il est chez nounou. Et tu ne veux pas l'allaiter enfin, je veux dire, le fait qu'il se réveille la nuit parce qu'il est pour boire, bah, t'aimerais qu'il arrête de s'allaiter. Donc, au final, est-ce que tu veux arrêter ton allaitement? Parce que si ton bébé t'aide pas la journée chez la nounou, mais qui t'aide plus la nuit, dans son sommeil, qui couvre plus 5 à 10% de ses besoins, bah, tu vas plus allaiter, en fait. Parce que on sait pas la carte, c'est pas un menu à la carte, en fait, l'allaitement. On va choisir, moi, j'allaite que à 17h, c'est tout. Bah, ou tu vois, ou que le week-end. Ça marche pas comme ça. Voilà, c'est comme, c'est pas, moi, je voudrais grossir que des fesses. Je veux pas grossir d'ailleurs, mais moi, je veux grossir que des fesses. Ça marche pas, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas gérer ton corps et celui de ton enfant comme ça. Donc, non, je veux pas arrêter mon allaitement. Donc, il faut que tu continues d'allaiter la nuit parce que si ton sein n'est jamais stimulé, jour et nuit, ton allaitement, c'est fini. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la physiologie. On essaye de comprendre son bébé, on essaye d'analyser. Et encore une fois, si vraiment on est en difficulté, il y a, alors, là, pour le coup, je vais parler de moi essentiellement parce que j'ai mis en place une méthodologie, pas une méthode, parce que attention, je parle pas de méthode, j'ai pas la méthode pour faire dormir vos bébés, mais j'ai une méthodologie d'accompagnement qui va me permettre en tant que professionnelle de dépister un éventuel frein au sommeil parce que mes formations font que je sais dépister des problèmes de santé physique, santé mentale. Donc, je vais être capable de dépister si j'ai un frein, de quel ordre il est et comment je vais l'accompagner en fait. Moi, mes formations, c'est dans ce sens, en fait. Si tu veux, c'est dans le sens où vraiment, je vais dépister, je vais évaluer. Je dis souvent aux patients, je suis la détective de la santé de votre bébé. Je vais balayer tout ce qui s'est passé depuis sa naissance, voire plus, pour comprendre aujourd'hui pourquoi j'ai cette difficulté. Et une fois que j'ai trouvé, on part sur des recommandations. Voilà. C'est pour ça que je parle de méthodologie d'accompagnement, parce que je n'ai pas de méthode, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Je ne l'ai pas. Il y en a peut-être qui l'ont, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se questionne et puis on essaye, encore une fois, de trouver quelqu'un qui va être capable de dire n'allez pas chercher quelqu'un qui fait dormir votre bébé. Allez chercher quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi votre bébé ne dort pas. C'est toute la nuance, elle est hyper importante, en fait. Trouver quelqu'un qui a cherché pourquoi votre enfant ne dort pas, à défaut de moi, j'ai les outils, j'ai la méthode pour le faire dormir. Les témoignages de parents.
Juliette ou Coucou les Girls, actrice, chanteuse, influenceuse et maman d'un petit baby. Et nous, on était un peu avec nos mecs dans un truc de quoi, un accompagnement au sommeil, mais c'est quoi cette connerie Vraiment, on était dans un truc de jugement, tu vois, de mais d'où ça existe en fait, tu vois. Et à un moment, en fait, il avait que 5 semaines, mais forcément, les 5 premières semaines, c'était un peu chaotique, tu vois, le sommeil. Il s'endormait vraiment à partir d'1h du matin, mais il se réveillait 4 heures après, enfin machin. Et on connaissait rien au sommeil. Hein. Et d'ailleurs, je trouve ça terrible qu'on ne connaisse rien. Je trouve ça hallucinant qu'à la maternité, on nous explique pas un tout petit peu, tu vois, quoi faire. Parce que c'est quand même un vrai sujet quand t'es jeune parent, le sommeil de ton enfant, c'est un sujet, enfin c'est important quoi. Et à un moment, en fait, on n'était pas au bout du roule avec mon mec, mais on était un peu dans un truc de bon, écoute, allons voir. Et ça a été particulier parce qu'on s'est dit, ok, la meuf, on la connaît pas et on va lui confier notre confiance, quoi, tu vois. Donc, on était dans un truc un peu, bon, voilà. Et puis, on a commencé à faire un peu ce qu'elle nous disait de faire. Donc, on partait en balade à 23h30. Et ce qui était évidemment sûr, c'est que ne connaissant rien au sommeil, maintenant, on est bien calé. Il était hors de question pour nous qu'on le laisse pleurer. Enfin, tu vois, c'était pas... Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait. Hein. Elle nous a accompagnés. Ça a été de la folie dans le sens où on avait un tableur à remplir. C'est ça qui était ouf, hein, qui est hyper énergivore. On devait noter quand est-ce qu'il se réveille, comment il s'endort, comment, dans quelle position, à quelle heure, machin et tout. Ça a été les premiers mois. Et donc, c'était très énergivore. Mais on essayait de tout faire à la lettre, tu vois. Et en fait, au bout de 3 mois, il a fait ses nuits. Et voilà, et là, il a 9 mois. Et la nuit, il dort 13 heures et il ne se réveille pas. La journée, globalement, sauf la dernière sieste comme là, mais... il dort ce qu'il faut dormir, il sait s'endormir seul, sereinement, tu vois. Il s'endort en 5 minutes globalement. Il est plutôt dans un truc serein, tu vois. En fait, ce que j'ai vachement moi aimé avec Caroline, c'est qu'elle a été très à l'écoute de ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on n'avait pas envie de faire, de nos besoins, de ses besoins à lui. Et en fait, elle allait dans ce sens-là. Et puis, il y a des moments où elle était je sais pas comment je pourrais te dire ça, mais si vous allez dans ce chemin-là, c'est vraiment pas ouf, mais allez-y si vous avez envie de le faire. Et ce qui a été très dur, c'est le premier soir où on l'a fait. En fait, au début, il pleurait beaucoup, tu vois, parce qu'on savait pas comment on faisait et tout. On le mettait dans son lit, il pleurait et tout. Et Caroline nous a dit, en fait, vous allez le porter, enfin l'un de vous deux. Ça a été mon mec parce que moi, au début de l'entendre pleurer, même s'il est avec moi, ça me faisait trop mal. Et en fait, mon mec, il a tenu notre fils pendant 1h30. C'est très long. C'est la seule fois où ça a duré aussi longtemps. Comme ça, face à lui, tu vois. Et en lui disant, vas-y chérie, pleure, je suis là. Vas-y, lâche tout. Je t'accompagne. Il n'y a pas de problème, je comprends. Parce que tu sais, instinctivement, quand ton bébé il pleure, tu vas faire chut pour le calmer. Tu vois, voilà, exactement. Mais quand tu y réfléchis, toi et moi, on est ensemble et tu te mets à pleurer, je vais pas te dire chut. Je vais te dire, vas-y, meuf, lâche, t'as besoin de pleurer. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Et en fait, quand Caroline nous a dit ça, on s'est dit, mais bien sûr, mon gars. Enfin, tu vois, il avait 1 mois et demi. Et en fait, quand mon mec a fait ça, il le portait en lui disant, vas-y, chérie, je suis là. Si t'as besoin de lâcher, je suis là, je comprends. T'es peut-être en colère. T'as envie de dormir, mais tu sais pas comment dormir. C'est difficile. Ça a duré 1h30. Moi, je suis partie de la maison parce que ça me faisait une boule au ventre. Je me sentais trop mal, tu vois, à l'idée qu'on le laisse pleurer, dans le sens où, effectivement, tu le laisses pleurer même s'il est avec toi. Juste, tu ne lui dis pas, arrête. Ça n'a jamais été, vous savez quoi, vous le laissez dans une pièce, vous le laissez pleurer et je vous demande 600 €. Non, pas du tout, tu vois, vraiment pas. Donc, ça a duré 1h30 et puis après, ça a duré 1h15, 1h, 45 minutes. Et maintenant, ça n'existe plus. Il sait qu'il va dormir parce qu'on respecte les temps d'éveil, on respecte les fenêtres de sommeil, etc. Et en fait, sauf la dernière sieste parce que c'est toujours la plus compliquée, c'est pour ça qu'on doit partir faire une balade. On le fait pas tous les jours parce que parfois, bon, et ma fille maintenant il grandit donc il y a moins de sieste et tout, mais en 5 minutes il s'endort quoi. Et puis surtout il est trop content d'aller dans son lit, genre il nous pousse, tu vois, il nous pousse un peu. Ah ouais. Ouais, il aime ça et en fait. Oui, c'est pas un trauma, enfin c'est pas angoissant. Ah non, mais pas du tout, vraiment, c'est vraiment pas un moment d'angoisse pour lui. On en reparlera dans 1, 2, 3 ans parce qu'après t'as les cauchemars et la peur du noir et tout, mais au vu de comment on est accompagné, même encore maintenant, tu vois, j'ai fait un message hier à Caroline, on fait plus ce tableur, on fait plus tout ça depuis de nombreux mois, mais parfois j'ai une petite question, hop, elle me propose un truc, on l'applique, et puis en général, ça se passe bien. Et surtout, en fait, ce qu'on a vachement compris, c'est que le sommeil, c'est un truc crucial pour leur développement, c'est un truc, mais pour nous aussi, enfin, tu vois, si c'est ce que j'allais dire. C'est pareil, en fait, tu vois, si on dort mal, si on dort
peut, on est de mauvaise humeur, on est fatigué, on a mal à la tête, on est machin. Ah, c'est terrible. Ouais, Et c'est en de santé fait, publique, hein, clairement. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis, c'est important qu'on parle de ça aux maternités. Et en fait, alors, c'est vrai que ce qui a été très compliqué, par contre, c'est que pendant un certain temps, t'es coupé, en fait, de ta vie extérieure, parce que vu que t'es dans un accompagnement où tu mets des choses en place, et ben en fait, on n'est pas sorti pendant 2 mois, tu vois. Pendant 2 mois, on n'était que à la maison, à respecter les trucs, à le coucher de telle manière, comme ça, machin, là. On a vu son père, enfin, les gens sont venus un peu à la maison, mais voilà. Et maintenant, ça a quand même un peu changé. On est toujours très vigilant et très rigide un petit peu sur les horaires. Donc, à la crèche, tu vois, elles ont un cahier où elles nous notent tout. Ma mère, dès qu'elle le prend, bah, elle m'envoie des textos. Je lui dis à quelle heure faut le coucher, machin. Et quand elle m'écoute, bah, ça marche, tu vois. Et quand elle fait un peu à sa sauce, bah, en fait, il est trop mauvaise humeur et il dort pas parce que, voilà. Et surtout, ça montre, je pense que ça participe vachement, mais c'est un bébé hyper souriant qui pleure peu. Parce qu'en fait, je pense qu'on a vachement respecté son besoin. Je pense que c'est une vraie aide, en fait, pour les parents. En fait, c'est une vraie aide pour les parents et pour les enfants. Tu vois, c'est juste que c'est un investissement financier, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai une pote, là, ma pote sage-femme, leur petit ne dormait pas du tout, et ça leur a fait péter des plombs. Et en fait, elle a sorti les thunes, tu vois. Et en fait, il a fait ses nuits hyper rapidement parce que, en fait, on nous apprend des choses qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on a mis en place, en fait, c'est tellement d'amour et de partage et de bonheur. Et en fait, on a des potes parents chez qui on a été testé, il avait 2 mois et demi. Eux, ils ont un petit de 5 ans. Ils étaient hallucinés parce que notre fils, à 2 mois et demi, dormait, quoi. Et ils ont vu comment on faisait tout ce qu'on mettait en place. Les rituels et tout, ouais. En fait, c'est d'une simplicité, mais c'est juste, faut le savoir, tu vois. C'est les rituels et même les rituels des siestes. Tu vois, on répète les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes chansons, on fait les mêmes signes. Après, nous, on invente maintenant à notre sauce un peu, tu vois, mais c'est d'une limpidité sans nom, quoi. Jordana, maman d'une petite fille. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, elle a eu une petite période où elle n'arrivait plus à dormir, où elle voulait qu'on reste à côté d'elle pour dormir. Je pense que c'était dans les 2 ans et 2 mois, 2 ans et 3 mois, où elle a eu une petite difficulté, où elle avait peur d'être toute seule dans sa chambre, donc je devais rester à côté d'elle assise par terre. Et au fur et à mesure, j'écourtais mon temps à côté d'elle, jusqu'à que je lui disais bonne nuit. Maman, elle est juste à côté, elle finissait par se rendormir. Donc voilà, une petite période assez difficile quand elle n'arrivait plus à s'endormir toute seule, donc assez 1 an, qui aujourd'hui est résolue. Donc si j'ai un conseil à donner aux mamans, c'est de se faire aider si elles ont des problèmes avec les enfants pour dormir. Alors oui, il y en a qui disent que ça va s'arranger, mais je pense pas que ça s'arrange tout le temps tout seul. On a quand même besoin parfois d'aide. Au début, je me disais, je vais la laisser pleurer 5 minutes, je vais aller la voir. Après, je vais la laisser pleurer 10 minutes et je vais aller la voir. Mais elle se calmait pas du tout. Pour conclure ce podcast et parce que vous pouvez avoir des questions au quotidien, Blédina vous accompagne également avec différents services comme l'application Blédipop pour vous donner plein d'idées recettes adaptées et suivre la diversification alimentaire de votre bébé, ou encore avec la hotline disponible 24h/24 et 7 jours sur 7 au 0800 415 415. J'espère que tu as kiffé cet épisode sur le sommeil de bébé. Je rappelle que tu peux visiter le site de Caroline sur www.fedodo.fr pour découvrir les services et différents modules. Tu peux également aller sur www.centrepérinatalhmb.com pour découvrir les différents services et box proposés par les équipes d'Audrey. Le show continue avec un prochain épisode sur le sujet de l'allaitement et de la DME. On parlera d'allaitement, de biberon, toujours et encore sans jugement, et on terminera avec la diversification menée par l'enfant. Si tu veux en savoir plus sur les events de The Parent Show, rendez-vous sur www.theparentshow.com ou sur la page Instagram @theparentshow. Et moi, je te retrouve très vite dans les prochains épisodes de cette série. XOXO, The Parent Show.